C'est un plaisir pour moi de vous accueillir cette année pour l'édition 2023 du Cadlog Technology Day. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de votre présence ici et le temps précieux que vous nous accordez. C'est un honneur. Je remercie également, bien sûr, Actia, Innovelec, Capgemini, WeNetwork, Viveris et Equinox qui ont accepté d'avoir un rôle d'acteur aujourd'hui et pas simplement de participants en partageant leur vision, leur expertise et leur expérience sur des sessions particulières. Je tiens également à adresser mes remerciements bien sûr à notre hôte, Siemens Digital Industry Software, qui est notre partenaire stratégique, dont nous avons le privilège d'être le partenaire Platinum pour le marché de l'électronique en Europe. Le secteur de l'industrie électronique fait face à de nombreuses pressions, vous en voyez quelques-unes à l'écran, qui exigent une adaptation constante, notamment avec la conception de cartes de plus en plus complexes, dans des délais toujours plus serrés et à des coûts toujours plus compétitifs. Mais la conception seule ne suffit pas. Pour que vos produits voient le jour, il est impératif de bien les industrialiser et de disposer d'une capacité de production efficace, fiable et flexible. Cela devient encore plus complexe quand on parle de high mix low volume, sans compter bien sûr les problématiques d'approvisionnement, des composants contrefaits également. J'ai perdu ma ligne, parce que je ne connais pas tout par cœur. Sans compter bien sûr les problématiques d'approvisionnement, des composants contrefaits, des difficultés de recrutement également, qui peuvent entraîner des retards, des perturbations et des risques sur la qualité. C'est le métier de Cadlog de vous aider à relever ces défis, à mieux concevoir, produire et intégrer l'électronique. Cette journée a donc été pensée pour vous aider à appréhender les technologies qui vont vous permettre de repenser vos processus pour répondre à ces défis. Aujourd'hui, nous parlerons de nombreux sujets, dont le design rule check, la simulation, le design for manufacturing, l'introduction de nouveaux produits, l'ordonnancement, l'intelligence artificielle, l'analytics, le MES. On a tous les experts ici réunis. Donc si vous avez des sujets qui vous concernent ou d'autres qui n'ont pas été cités, n'hésitez pas, ils sont là pour vous. Avec les années, Cadlog a grandi et nous sommes aujourd'hui 60 personnes réparties en Italie, en Espagne, en Allemagne. On a 35 années d'existence et ce qui nous positionne aujourd'hui comme un partenaire technologique, si ce n'est incontournable, mais en tout cas important de ce marché. Pour réaliser notre vision, de vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne mécatronique, parce qu'il n'y a pas d'électronique sans mécanique, il n'y a pas d'électronique sans câblage et il n'y a pas d'électronique sans intégration. Aujourd'hui, c'est la vision de Cadlog de pouvoir vous proposer l'ensemble de cette chaîne et c'est pour ça que nous avons décidé, il y a environ 2 ans, de rejoindre le groupe VAR Group. VAR Group, c'est un industriel de 3400 personnes spécialisé dans la fourniture de logiciels de services pour la transformation digitale de l'industrie en général. Fort de cette intégration, Cadlog va progressivement muer. Et donc, après avoir, pendant des années, on a changé de nom, on était CAD Informatique, on est passé Cadlog, on va encore changer de nom. On va devenir VAR Digital Engineering et on va intégrer de nouvelles compétences dans le domaine de la CAO mécanique, le cabling, la gestion de données techniques et plus largement le PLM, le Product Lifecycle Management. Fort de 180 personnes, 50 millions d'euros en Europe, Cadlog devient le plus grand partenaire de Siemens en Europe. Donc je vous souhaite aujourd'hui une belle journée, riche en échanges et en informations, qui j'espère vous aidera à relever les défis du quotidien et vous aider à être plus compétitif et aider d'une manière générale l'Europe et l'électronique de l'Europe à être plus compétitif. Je vous souhaite une belle journée. Je passe la main à Pascal Bourset, directeur commercial de Siemens France. Merci Alexis pour cette belle introduction. Très complète, on voit la richesse de tout ce que vous avez à offrir. Pour ma part, moi, je suis simplement directeur commercial pour la France. Et donc, à ce titre, je voulais premièrement vous remercier tous d'être présents dans ce lieu. Ce lieu, comme vous le voyez, c'est notre outil de travail, mais c'est aussi le vôtre. C'est celui que l'on propose à nos partenaires comme Cadlog et qui peut être le vôtre également, si vous avez envie d'y revenir à d'autres occasions. Donc là, on est en plein cœur pour moi de notre stratégie de support et d'accompagnement à nos partenaires clés comme Cadlog, vraiment d'offrir ce lieu pour que vous puissiez échanger entre vous,
échanger des practices, qu'on partage autour des éléments de vision et puis qu'on avance tous ensemble. Et c'est aligné avec nos stratégies donc Accelerator, dont vous avez entendu parler. L'Accelerator, notamment deux piliers importants. Un pilier portfolio, donc c'est toute la richesse de ce portfolio que porte Cadlog aujourd'hui et qui va être au cœur de différentes discussions. C'est également la notion d'écosystème. Donc nous, Siemens, on est vraiment très ouverts et portés pour favoriser l'innovation et la façon dont on va la porter auprès de vous et avec vous, d'avoir des partenaires spécialisés comme les Cadlog. Et voilà, et donc Cadlog, pour nous, c'est un partenaire clé, tu l'as précisé, partenaire Platinum, qui couvre vraiment l'ensemble du spectre du portfolio qui va être décisif pour vous accompagner dans votre transformation digitale. C'est également un partenaire avec l'appui de VAR Group. Tu as signalé un certain nombre de changements qui vont être aussi très intéressants à suivre, qui vous permet d'accompagner aussi bien dans vos projets très spécialisés ou locaux français, mais également potentiellement des projets d'envergure plus grande ou à l'international, avec l'appui de VAR Group et cette force de frappe, puis d'être au plus près, j'ai envie de dire, en termes de proximité de vos besoins. Donc prolonger, j'ai envie de dire, ce que nous, on propose en termes de portfolio. On pense que c'est le meilleur portfolio pour adresser les challenges de l'électronique, évidemment, et je pense qu'on a un certain nombre de bonnes raisons pour ça, mais également de prolonger et d'être surtout au plus près de vos préoccupations et de pouvoir, le cas échéant, avec l'agilité que propose Cadlog, voilà, personnaliser, projeter en contexte ces solutions. Donc, merci à nouveau de cette journée. Je pense qu'on aura l'occasion, pour ma part, d'échanger lors du networking ou du moment de déjeuner. Vous allez voir un certain nombre d'acteurs Siemens aux côtés de Cadlog et aux côtés de vous. Et vous allez, je pense, tout de suite pouvoir exposer un certain nombre de points de vue de la table ronde qui réunit voilà, des expériences et des points de vue qui vont être très enrichissants. Donc, sans plus tarder, je te propose d'enchaîner. Merci. Bonjour à tous, je me présente Samir Diendoui et moi j'essaye d'inventer un nouveau métier dans la production, c'est l'ingénieur full stack. Alors moi j'ai commencé par faire du PLC, et puis du SCADA, et puis l'ordonnancement, du MES, de l'ERP et maintenant je fais de l'audit, donc j'essaye de tout faire dans l'usine. Et on va essayer de vous présenter au cours de cette table ronde justement ce que c'est que faire tous les métiers dans l'usine. Donc on va vous commencer par la conception numérique. Et puis on va faire l'introduction de l'état de la production déjà. Puis après la conception numérique, les outils de simulation type jumeau numérique. Puis ensuite on va passer sur la continuité numérique entre la production et la simulation. Et on va finir par la conduite du changement qui est pas le moindre des sujets. Donc je vais passer la parole à M. Rospit de WeNetwork qui va vous faire une introduction sur l'état de la production au travers de sa vision de son association. Donc merci Samir. Et Monsieur Rospit s'appelle Sébastien et vous encourage à appeler par son prénom aussi, comme ça ce sera plus détendu. Donc je suis Sébastien, je suis le directeur de WeNetwork. Alors WeNetwork, pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas quelques mots d'introduction, c'est une association qui a été créée en 2014 avec un objectif assez précis déjà à l'époque, c'était d'œuvrer à la reconnaissance de la filière électronique en France, notamment dans sa composante assemblage, industrialisation. Puisqu'à l'époque, quand on parlait d'électronique, on parlait uniquement de semi-conducteurs en fait, et tout l'aval de la filière était totalement rendu invisible, parce que marqué par 20 ans de désindustrialisation et de fermeture de grands sites, grand public, et que finalement, en haut lieu, et même à moyen lieu et en bas lieu, on voyait plus ce que c'était que l'activité EMS. Donc l'enjeu premier de WeNetwork, c'était ça. Et de ne pas représenter le métier en tant que tel, mais d'essayer d'agir pour établir des coopérations entre ces acteurs de la filière électronique, qui avaient pour habitude d'être plus concurrents que collègues, et où les démarches de coopération étaient finalement assez peu répandues. La conviction de WeNetwork au départ, c'était que les problématiques et les pain points de cette filière finalement étaient assez communs et se retrouvaient chez tous les acteurs,
et qu'on pouvait être concurrent tout en œuvrant quelque part sur des problématiques communes, à essayer de trouver des solutions. Voilà, c'était ça vraiment à l'origine WeNetwork. Alors ce qu'est WeNetwork aujourd'hui, je reviendrai sur l'aspect coopération. C'est donc toujours une association qui compte environ 200 adhérents. Alors les adhérents, on les retrouve à la fois dans la filière électronique, côté bureau d'études et production. On les retrouve également du côté des usages, parce que WeNetwork, en fait, s'est développé progressivement comme un centre technique, avec un rôle de tiers de confiance technique, à la fois pour aider des industriels à intégrer de l'électronique dans leurs produits ou dans leurs procédés, et à la fois à aider des industriels de la filière électronique à bosser ensemble, quand bien même ils sont concurrents. Et pour ça, il faut avoir effectivement une position de tiers de confiance qu'on opère, c'est notre ligne conductrice, etc. Donc on opère à Angers, on est une vingtaine de collaborateurs, et puis au fur et à mesure des années, on a continué à œuvrer un peu à promouvoir la transformation digitale de la filière électronique, parce qu'on était convaincus que c'était le sujet principal pour ce qui a été présenté par Alexis au démarrage et en introduction, essayer d'intégrer la croissance du mix de plus en plus importante, et puis la multiplicité des volumes, parce qu'il n'y a pas que du low volume en France, il y a du multiple volume et du high mix. Donc tout ça c'est des choses qui industriellement nécessitent effectivement de se flexibiliser, et notre conviction c'était que la transformation digitale devait accompagner ça. Donc il y a eu différents événements, mais pour traduire ça, on a construit une feuille de route en fait. À l'époque, c'était en 2018. On a fait un peu bosser tous les acteurs entre eux. C'était une étude dont vous avez peut-être entendu parler, qui est toujours accessible. Et d'ailleurs, si vous n'en avez pas entendu parler, je vous encourage à vous la procurer. C'est facile. Enfin, vous nous envoyez un email, ou elle doit même être disponible sur le site internet. C'est un rapport qui avait été rédigé avec l'aide de Roland Berger, et qui, à l'époque, en 2018, disait que si on mettait en place tous les leviers de la transformation digitale au niveau de la filière électronique, on était susceptible de gagner quand même des points de compétitivité de façon assez significative, et de se réaligner par rapport à des zones dites plus low cost. Donc on parlait d'une trentaine de points quand même de compétitivité end of line. Donc voilà, on avait identifié pas mal de sujets, et puis il y a certains de ces sujets qu'on a commencé à lancer en mode coopératif. La coopération chez WeNetwork au niveau de la filière électronique, elle date de 2016. C'est à partir de 2016 où on a commencé à poser des projets de coopération. Ça a commencé plutôt sur le process, la miniaturisation, l'hétérogénéité. Là on travaille aujourd'hui sur des sujets de qualification de crème, donc plutôt vraiment techno. Et là, cette feuille de route que j'évoquais, elle touchait plus le volet industrie 4.0, digitalisation. Donc sur l'ensemble de la vingtaine de projets qu'on avait identifiés, on en a lancé 4. Et je trouve que c'est intéressant de savoir quels sont les 4 projets en fait, qui ont été lancés au démarrage. Le premier sujet, c'était déploiement des AGV au départ, qui sont devenus des AIV dans les usines. Donc système de convoyage autonome. Le deuxième sujet, c'était la mise en place de cobots dans les usines, sur différents cas d'usage à partager en commun au sein du consortium. Troisième sujet, c'était la mise en place de moyens automatisés sur des process de câblage manuel avec des nouvelles machines permettant d'arriver à du volume. Et le dernier sujet, c'était la mutualisation des stocks avec la mise en place d'une plateforme digitale. Donc vous voyez que sur les 4 sujets en fait, qui ont été lancés au départ par la filière, il y avait 3 sujets qui concernaient du CAPEX, et puis un seul sujet qui était plutôt typé digital. Sur l'ensemble de la liste qui était à prioriser au départ, il y avait beaucoup plus de sujets digitaux, quoi. Et ça, c'est super emblématique à mon sens de cette filière, qui culturellement, historiquement, est une filière où on achète des machines, on évalue des ROI, etc. Et du coup, ça induit un premier constat qu'on peut faire au niveau des points de douleur de la filière. On en parlait encore avec Innovelec tout à l'heure. C'est que tout ça est encore très très siloté en fait. Et on a en face de nous une très grande hétérogénéité au niveau des acteurs de la filière.
je reviens sur le sujet des stocks morts. Sur les 4 sujets qu'on a lancés, c'est le seul qu'on n'a pas réussi à mener jusqu'au bout. Le seul qu'on n'a pas réussi à mener jusqu'au bout parce que voilà, des problématiques de codification de composants. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, je vous invite à parler à Jean-François qui est au bout de la salle là, parce que c'est lui qui pilotait ce projet et donc c'est lui qui a été effectivement au cœur de la mécanique et des difficultés qu'on a rencontrées pour voilà, partager des éléments de données, homogénéiser les éléments de données, identifier là où certains acteurs avaient des besoins de composants, d'autres étaient en excess pour organiser les flux. En fait, tout ça, techniquement, on a réussi à le faire, mais in fine, ça n'a pas franchi on n'a pas réussi à déployer la solution. Donc j'en reviens sur le sujet de l'hétérogénéité. C'est très aujourd'hui on a une filière qui est quand même très tournée vers ces machines. Les datas sont accessibles, elles remontent des machines, mais la connexion entre ces différentes machines, elle se fait ces différentes données, elle se fait relativement peu. Et c'est un point vrai, qu'on rencontre à chaque fois qu'on relance de nouveaux sujets. Ça c'est un point. On voit aussi un point que je voulais souligner, beaucoup de développements qui ont eu lieu dans les entreprises de façon justement verticale sur certains blocs de métiers ou certaines machines et qui ont tendance à encore un peu plus siloter les infrastructures. Et quand on rentre dans des logiques de transformation digitale, on va vouloir avoir un cran supplémentaire plus complet sur l'ensemble du process, tous ces développements spécifiques qui sont le fruit de la legacy, etc. Voilà, ça peut aussi être des facteurs bloquants, limitants. Je pense que voilà, il y a des industriels à côté de moi, ils pourront rebondir là-dessus dans leur présentation. On le voit effectivement à de nombreuses reprises. Ce que je voulais vous dire typiquement, on a un cas de figure là dans les projets là qu'on est en train de faire émerger sur tous les aspects de test et de gestion finalement des machines de contrôle optique, SPI, AOI. On est typiquement là-dedans, si vous voulez, sur des systèmes de programmation qui sont spécifiques aux solutions, parfois des manques de support aussi au niveau des fournisseurs, des difficultés finalement à échanger entre partenaires sur ces pratiques-là et à avoir une continuité d'informations, comment on gère les faux défauts, comment on intègre effectivement des nouvelles solutions, notamment à base d'IA pour limiter les faux défauts en sortie des AOI, voilà, ce genre de choses. Et on se confronte à nouveau à un environnement très spécifique lié à chaque fournisseur. Et donc l'enjeu principal, c'est effectivement d'arriver à cette couche d'homogénéisation des données au-dessus. Et pour nous, il y a un sujet qui nous semble assez important et sur lequel on a monté des groupes de travail et on a aussi organisé un Tech Day d'ailleurs l'année dernière sur ce sujet-là avec Cadlog au sein du Technocampus, c'est le MES. On voit que le MES finalement est une couche justement pour apporter cette homogénéisation, non seulement capter des données machines, mais également obtenir de l'info de la part des opérateurs et homogénéiser tout ça à l'échelle du flux de production. Ça nous semble être un élément hyper important, incontournable. On ne le voit encore pas trop développé dans la filière. Donc c'est des potentiels de développement qui nous semblent importants, sur lesquels nous effectivement on propose des réflexions, des groupes de travail et des accompagnements. Donc voilà, c'est un sujet qui me semble important. Derrière, cette homogénéisation, elle nous semble importante pour des sujets de traçabilité, naturellement, qui sont des grosses exigences de la filière. J'évoquais le sujet du design for test, ça aussi c'est un sujet hyper important au niveau de l'homogénéisation des données. Côté connexion machine à machine, on voit des standards qui arrivent, que ce soit des IPCC-FX ou Hermes, mais finalement on voit assez peu de cas d'usage aujourd'hui encore dans la filière d'utilisation de ces capacités-là. Donc encore une fois, je pense qu'il y a encore pas mal de routes à faire vers ce chemin de la transformation digitale, des solutions qui arrivent sur le marché. Et je termine juste ma présentation pour dire que ça ne se limite pas au sujet de la fabrication, parce que là j'ai beaucoup tourné mon introduction là-dessus. Il y a vraiment un sujet sur la continuité digitale entre les étapes de conception et de fabrication.
Et je termine parce que je dois avoir 2 minutes, c'est ça, restantes là-dessus. Simplement pour rappel, dans les années 80, la France était leader en matière de normalisation sur les règles de conception, avec une forte intégration de grands groupes entre les étages de conception et les étages de fabrication, qui permettait justement de bien driver ce qu'on faisait en conception et s'assurer finalement que c'était fabricable. On est maintenant dans une situation où cette continuité-là, elle a été au fur et à mesure des années assez rompue et il y a des démarches qui sont en cours aujourd'hui en matière de normalisation pour les remettre en avant. Je vous encourage d'ailleurs à suivre un sujet à la FNORSPEC qui va être officialisé la semaine prochaine et qui va être ouvert et accessible à tous et qui vise justement à remettre en œuvre certaines catégories de classes de conception en vue de leur fabrication. Ça, c'est quelque chose qui me semble hyper important parce qu'on n'a pas de choix que d'être dans une logique de concevoir bon du premier coup. Voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir des itérations systématiques entre la conception et la production qui sont encore malgré tout à l'échelle de la filière assez nombreuses. Et ça me semble être cette remontée-là en amont des contraintes de production et des règles associées me semble un sujet absolument majeur. Voilà ce que je pouvais dire en intro. Oui. Merci beaucoup pour cette introduction. Est-ce que vous avez des questions? J'ai eu du temps pour les questions. Pour échanger. Bon bah dans ce cas-là, moi j'ai une question. Ouais. Donc moi j'ai beaucoup travaillé pour des donneurs d'ordre qui avaient des exigences qualitatives qui ont fait que augmenter au fur et à mesure des années. Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur notre nécessité à nous transformer digitalement? Ou est-ce que les donneurs d'ordre n'ont aucun rôle à jouer dans cette vision? C'est je reviens sur la feuille de route de 2018. En fait, dans les axes et dans les facteurs de compétitivité que la transformation digitale pouvait apporter, il y avait un énorme levier à avoir sur les coûts indirects. Donc pas les coûts directs de production, mais les coûts indirects, c'est-à-dire la gestion de toutes ces contraintes effectivement imposées par les différents donneurs d'ordre et les marchés. Et là, il y a des facteurs d'automatisation importants à avoir. On voit certaines filières effectivement qui s'organisent, l'aéronautique, l'automobile, mais aujourd'hui, je ne vois pas malheureusement de tendance pour l'électronique qui a affaire à tous ces marchés. À avoir une sorte de justement étage intermédiaire qui permette de faciliter les démarches pour les acteurs EMS vis-à-vis de tous les marchés qui servent. Malgré tout, on reste encore dans des démarches qui sont très silotées, quoi. Et ça, si la question c'est est-ce que les donneurs d'ordre ont un rôle à jouer, ouais, manifestement ils ont un rôle à jouer. À ce stade-là, je ne les vois pas encore le jouer, moi, ce rôle de facilitation. Mais c'est intéressant comme question. Ouais. Moi je travaille pour des donneurs d'ordre et justement on cherche à trouver des bonnes idées pour réduire les coûts. Donc justement l'intégration de la filière, c'est un sujet. Alors que ces donneurs d'ordre se mettent ensemble justement pour homogénéiser leurs contraintes. Dans la filière auto par exemple. Pardon, juste, désolé. Je lâche le micro après. On a un sujet là qui est tout à fait emblématique de ça. On est en train de réfléchir à la mise en place d'un programme de coopération entre MS sur le sujet du clean no clean. Ah, typiquement. Pour revenir sur les contraintes des donneurs d'ordre, aujourd'hui peu, mal, non maîtrisées, qui sont issues du passé et sur lesquelles on a besoin de monter en compétences collectivement pour essayer de se donner quelque part un alphabet commun de l'industrialisation électronique entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Pour essayer de dire, ouais, on utilise ça que quand on sait l'instancier, on a un arbre de décision, on comprend ce qu'on fait, quoi. Bon, ben, tout ça, c'est malgré tout un peu à construire. Et ça passera par de la coopération. Donc je suis super confiant dans l'avenir de WinNetwork. Bon bah c'est une belle conclusion. Donc WinNetwork encore là pour des dizaines d'années. Donc le prochain sujet, quand on fait de la production, le premier sujet, ça reste la conception. Donc je vais passer la parole à Yannick qui va présenter ses activités de conception au sein de Capgemini. Dès qu'on trouve la présentation. Bien, bonjour à tous.
comme indiqué, moi je vais vous parler de la partie conception et dans une phase de conception, effectivement, la partie simulation, conception des systèmes électroniques. Donc pour commencer, moi je vais me présenter. Donc je suis Yannick Abella, je travaille chez Capgemini Engineering. Je vais vous en parler juste après. Donc moi je suis team manager pour les activités électroniques. Et donc précédemment, j'ai une première carrière de concepteur dans le domaine de l'électronique et du FPGA plus particulièrement. Et aujourd'hui, c'est des fonctions de management d'équipe électronique que j'assure. Donc très rapidement, Capgemini. Aujourd'hui, notre positionnement, c'est effectivement de contribuer aux grandes transformations de nos activités, de notre monde. Capgemini, c'est une entreprise, un groupe qui adresse la majeure partie des acteurs de ces milieux. Et on a toujours été orienté vers la technologie et l'innovation. C'est quelque chose qui est dans notre cœur d'activité, dans notre cœur de métier. Rapidement, en chiffres, donc Capgemini, c'est à peu près plus de 360 000 personnes dans le monde, 22 milliards de chiffre d'affaires l'année dernière. Et c'est un groupe français, puisque vous voyez, il y a quasiment 20% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé en France. Donc c'est toujours un pays sur lequel on est très implanté. C'est un groupe également qui est international, donc avec une implantation sur plus de 50 pays, 150 nationalités représentées. Donc voilà, c'est vraiment un groupe qui est très large, qui est très complet. Je vous ai parlé de Capgemini Engineering, donc qui est la partie qui adresse les sujets d'industrialisation, les sujets de développement de produits de Capgemini. Donc c'est l'équipe avec l'entité à laquelle j'appartiens, et aujourd'hui dans mon équipe, c'est à peu près une équipe d'une centaine de personnes qui interviennent sur des sujets de conception de cartes électroniques, du numérique, analogique, radiofréquence, hyperfréquence, développement de FPGA et développement de logiciels embarqués. Donc maintenant, pour introduire le sujet effectivement que je vais vous évoquer, donc ce que je vais vous présenter, c'est tout d'abord les enjeux autour de la conception de systèmes embarqués et donc en quoi la simulation de ces différentes phases de conception peut être importante. Je vais vous parler rapidement des outils, des types d'outils. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais revenir, du coup, faire un point sur les retours sur investissement qu'on peut attendre quand on utilise ce type d'outils. Et puis, je vais terminer par une étude de cas, un exemple dans lequel nous, on a eu besoin, effectivement, il était nécessaire et important de mettre en œuvre ce type d'environnement. Donc, premier point, faire effectivement un petit constat de quels sont les enjeux autour de la conception de système embarqué et de la simulation. Premier point que vous connaissez tous, c'est effectivement la complexité croissante des systèmes qui peuvent être amenés à être développés. On parle de SOC par exemple aujourd'hui qui peuvent implémenter différentes fonctionnalités, différents types de processeurs, d'interfaces de communication, de parties de puissance, etc. On a la complexité en termes de densité avec des cartes électroniques, des PCB qui peuvent être très denses, très intégrées. Lié également à la partie mécanique où il faut tout ça que ça rentre dans des équipements qui sont de plus en plus petits, de plus en plus contraints et effectivement des environnements qui sont compliqués avec des communications sans fil, des environnements électromagnétiques qui peuvent être très challengeants. À ça s'ajoutent des contraintes de performance. Effectivement, il faut que tout ça soit performant, il faut que quand on téléphone, ça ralentisse pas, il faut que la Netflix il tombe bien sur vos écrans, etc. Donc des contraintes de débit, des contraintes de latence, de capacité de traitement des informations, de la faible consommation. On a de plus en plus d'équipements qui sont sur batterie. Et le dernier point, c'est effectivement la réduction du délai de mise sur le marché. C'est des éléments qui sont auxquels tous les industriels sont attentifs parce que aujourd'hui on a une évolution des performances qui est très rapide sur ces marchés. Donc il faut savoir réagir vite. On a tous connu également la gestion, l'obsolescence des composants, la disponibilité des composants. Donc de la même façon, il faut pouvoir avoir un produit qui soit disponible rapidement sur le marché. Donc ça, c'est les enjeux.
aujourd'hui, et pour ça, on a tout un tas de moyens, tout un tas d'outils qui sont disponibles pour pouvoir répondre sur effectivement les aspects simulation, les aspects jumeaux numériques. Ici j'ai listé quelques-uns des principaux outils qui peuvent être utilisés et que nous on est amené à utiliser. Des environnements de simulation analogiques, mais ça c'est des choses qu'on voit depuis l'école, je dirais. Les environnements, les outils de simulation d'intégrité de signal qui sont importants, on y reviendra tout à l'heure. La simulation thermique pour effectivement les intégrations mécaniques des produits électroniques et s'assurer que tout ça fonctionne bien. La partie mécanique, là on parle plutôt de tout ce qui va être environnement sévère, environnement contraint en termes de choc, de vibration. Les outils de simulation CEM pour, j'en parlais tout à l'heure, s'assurer que votre produit n'est pas perturbé par un environnement électromagnétique particulier et que de la même façon vous ne perturbez pas avec votre équipement ce qui peut se passer autour de vous. Et les circuits logiques, et là on parle de tout ce qui va être FPGA, ASIC, design de composants, où là c'est une étape qui est nécessaire, je dirais indispensable dans ce type de développement. Donc voilà les outils de simulation, et c'est pas exhaustif bien évidemment, il y en a qui sont, c'est les grandes lignes, il y en a qui sont plus spécifiques, très spécialisés. L'idée, à partir de ça, c'est une fois qu'on a vu les enjeux et les outils sur lesquels on peut se baser, c'est de se dire quels sont les exemples de retour sur investissement qu'on peut s'attendre à avoir en utilisant ce type d'outils. Tout d'abord, effectivement, sur l'amélioration des performances. C'est simple, on prend comme exemple un calculateur embarqué pour de l'aéronautique ou le domaine de l'automobile. Là, c'est important de se dire, avant de se retrouver avec l'équipement installé et on allume, on voit ce que ça donne, de savoir et de maîtriser, de pouvoir optimiser par exemple la dissipation thermique, on l'évoquait juste avant, de votre produit, de façon à avoir des performances qui soient plus importantes, même si la température continue à augmenter, votre processeur il peut tourner à plein régime, d'avoir une durée de vie du composant qui est plus allongée, effectivement il sera moins stressé, d'avoir également sur la partie de durée de vie j'en ai parlé, et troisième point qui m'échappe, je l'avais en tête, je sais plus, c'est pas très grave. Si, bien évidemment, la consommation qui va baisser, puisque généralement on cherche plutôt à refroidir qu'à réchauffer la plupart du temps, et donc effectivement la consommation va en baissant. Donc c'est 3 points qui sont importants sur l'amélioration des performances. Autre exemple de retour sur investissement, effectivement l'optimisation des temps de développement. On se retrouve effectivement dans la plupart du temps sur des cycles de développement en V, sur les cycles de développement de produits électroniques. Dans la remontée du cycle en V, on a forcément des phases d'intégration, de tests, de validation. Ces phases-là, qu'on réalise la plupart du temps majoritairement sur des moyens physiques avec des essais physiques, nécessitent des équipements pour les réaliser qui peuvent être coûteux, qui peuvent être longs à développer également, qui peuvent être spécifiques. Et qui nécessitent également de faire appel à potentiellement des entreprises extérieures, des laboratoires spécialisés. Si on arrive à déplacer le curseur et à intégrer plus de simulation et de vérification virtuelle dans cette phase du cycle de développement, on se retrouve avec effectivement des coûts qui sont beaucoup moins importants, des capacités d'itération qui sont beaucoup plus faibles, beaucoup plus courts, et donc on optimise effectivement ce temps de développement. Le dernier point, c'est la réduction des erreurs de conception. Effectivement, aujourd'hui, on a, je l'évoquais tout à l'heure, sur ces itérations et ces cycles de développement, on a, par exemple, dans le développement de FPGA, des phases de simulation qui peuvent être plus ou moins importantes. Ces phases de simulation, elles arrivent vraiment tout en bas du cycle de développement, et les itérations vers les phases de conception sont très faciles, très rapides à mettre en œuvre. De la même façon, on doit s'assurer, par exemple dans le domaine de l'aéronautique ou du ferroviaire, d'une couverture de code qui soit très complète de ces environnements, des FPGA, des codes qui sont développés.
Et donc, c'est là où effectivement les phases de vérification sont indispensables, de simulation sont indispensables, puisque ce sont seulement ces environnements qu'on va pouvoir s'assurer d'une couverture de code complète et de s'assurer que l'ensemble du design qui a été fait est vérifié et répond bien aux attentes. Pour terminer, je vais vous parler d'un exemple très rapidement sur lequel nous avons travaillé. Donc, on a développé nous une carte numérique principalement très intégrée avec beaucoup de composants et beaucoup de densité. On est sur un PCB avec 18 couches, donc ça commence à faire pas mal de monde et on voit sur la partie en bas à droite du visuel 4 composants qui sont de la DDR4, de la mémoire, des RAM. C'est des composants qui nécessitent à peu près une trentaine de signaux d'interface avec le FPGA qui est associé. Et donc on fait ça x4, donc vous imaginez ça commence à faire un petit peu de monde. On est sur des débits qui sont assez importants, l'ordre de grandeur c'est du gigabit par seconde sur chacun de ces signaux pour la majorité. Et donc là, vous imaginez bien, si on n'utilise pas la simulation, qu'est-ce qui se passe? On est obligé de faire fabriquer la carte, et puis on la met sous test, et puis on croise les doigts pour que ça se passe bien. Si ça se passe bien, si vous avez des super concepteurs, et bravo pour vous, je vous félicite. Néanmoins, la plupart du temps, ça se passe pas bien, et donc on est obligé de vérifier quels sont les signaux qui marchent pas, pourquoi, etc. Passer beaucoup de temps. Et ensuite retourner sur une phase de prototypage. Aujourd'hui, nous, on a bien évidemment utilisé des outils de simulation pour s'assurer qu'à des débits si élevés, on respecte bien toutes les contraintes en termes d'adaptation de lignes, en termes de référentiel, en termes de diaphonie, de crosstalk, de façon à ce que les signaux ils soient corrects, ils arrivent bien sur les composants. Donc là, on a utilisé justement un outil de simulation d'intégrité de signal qui nous a permis, dès la fin de la phase de routage de la carte électronique, de vérifier quels sont le comportement individuel de chacun des signaux. Donc je vous ai parlé d'une trentaine de signaux qu'on multiplie par 4, donc ça fait plus d'une centaine de signaux qu'on peut checker individuellement les uns après les autres. Si on avait à faire ça sans simulation, on serait obligé d'avoir des points de test sur notre carte et on n'arriverait pas tout simplement à faire le routage de la carte, on n'arriverait pas à avoir une carte si intégrée avec autant de composants et les performances et caractéristiques qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, j'arrive au terme de cette présentation. Donc pour rappel, effectivement, c'est aujourd'hui les outils de simulation sont à mon sens complètement indispensables au développement qu'on peut être amené à réaliser dans le domaine des systèmes électroniques, des systèmes embarqués. Les retours sur investissement, ils sont très importants et très rapides puisque si on ne passe pas par ces phases-là, c'est des risques qui sont très importants et des phases de validation, de tests qui s'allongent, bien évidemment. Donc de manière indispensable, c'est aujourd'hui quelque chose sur lequel on travaille et c'est des points que l'on met beaucoup en avant de façon à réduire et optimiser bien évidemment le déroulement et le coût de nos projets. Merci Ali pour cette présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si, avant que j'oublie. Merci. Oui, la question c'était par rapport à la gestion d'obsolescence que vous avez évoqué tout à l'heure. Ça c'est un sujet qui m'intéresse un peu. Je voulais savoir quelle était votre approche là-dessus. Alors aujourd'hui on travaille beaucoup avec les... Merci. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les fabricants, les EMS, justement pour traiter cette obsolescence et la traiter en avance de phase, en identifiant effectivement les composants sur lesquels on peut avoir des risques. Donc ça, c'est dans les phases de développement. Par la suite, c'est de la même façon. Nous, on travaille beaucoup avec nos clients pour identifier ces problématiques-là. On a des activités qui sont entièrement dédiées au suivi, à l'identification des obsolescences. Donc ça, c'est des projets sur lesquels on peut être amené à intervenir, pour lesquels malheureusement aujourd'hui les outils sont plutôt côté EMS, effectivement, pour identifier ces problématiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assemblée? Mais non, donc merci Yannick pour cette présentation. Donc on a vu que la conception c'était un sujet, mais voilà, une fois qu'on a conçu, qu'on a tout un tas de données, comment on produit? Et donc c'est le vaste sujet de la conception, de la
continuité numérique. Qui n'a jamais eu un fichier de commande numérique que aucune autre machine ne pouvait lire et qu'il fallait à chaque fois refaire à la main. Donc c'est le sujet que va adresser Monsieur Rochard sur la continuité numérique. Merci. Donc, bonjour à tous. Hop. Donc je suis Cyril Rochard. Alors désolé, je suis pas de la production, j'ai pas fait de l'électronique, je viens du logiciel en fait. Je vais vous expliquer un peu. Je sais bien. Et pour autant, je pense que ça rejoint une thématique. Je travaille dans une société qui est donc plutôt à culture électronique. Et on doit apporter des choses en fait sur le logiciel, sur la numérisation de nos processus. Aujourd'hui, moi je suis en charge de l'IT. Donc je suis DSI, directeur des systèmes d'information. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans la société. J'ai commencé par le logiciel, basiquement le développement, piloter des équipes de dev. Je suis parti en Tunisie plusieurs années pour m'occuper d'un bureau d'études donc qui travaille sur nos produits, de la conception méca, électronique et autres. Ensuite en Italie pour faire des services télématiques et depuis quelques années en France où j'ai pris ce qu'on appelle le data management dans un premier temps et c'est là où j'ai mis le doigt justement dans ce qu'on appelle la transformation numérique d'entreprise. D'accord ? Et la transformation numérique d'entreprise adaptée à nos sites de fabrication. Donc ça a vraiment été une transition et c'est à ce moment-là où, avec les différents métiers, j'ai pu travailler et avancer. Et depuis quelques temps, du coup, je me charge aussi de tout le système d'information. Avant d'aller plus loin, du coup, Actias, c'est quoi ? Actias, c'est une société, une ETI, d'accord, qui est basée à Toulouse, qui a quasiment une quarantaine d'années, fondée en 86 par deux personnes, Monsieur Pech et Calmels, qui est aujourd'hui dirigé par le fils du fondateur, en fait. Et on fait environ 500 millions de chiffre d'affaires, 3700 personnes dans le monde. Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça fait partie de nos contraintes et notre façon de travailler. On a un footprint qui est vraiment international. Donc avec des gens qui vont travailler en France beaucoup, parce qu'on est très ancré avec des sites de fabrication en France, mais aussi des clients, des partenaires, des filiales qui sont un peu partout dans le monde. Donc en Europe beaucoup, en Suède, en Allemagne, en Italie, mais aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays. Notre moteur, c'est quoi ? C'est l'excellence technologique industrielle. Pourquoi ? Parce qu'on est plutôt une entreprise de taille moyenne. On est face à des très gros, beaucoup plus gros que nous, beaucoup plus puissants. Donc on a besoin d'innover en fait, d'innover et d'être agile. On est face aussi à des sociétés plus petites qui sont plus agiles que nous. Donc on a aussi besoin de montrer quelle est notre capacité à adresser des marchés face à eux. Et justement, ces marchés, c'est quoi ? Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. On adresse beaucoup de marchés, ce qui fait partie de nos avantages, parce qu'en période de crise, on peut se reposer sur d'autres marchés, mais ce qui fait partie aussi de nos difficultés, parce qu'on doit adresser un panel de certifications assez hallucinant. Donc il y a un vrai besoin de rationaliser un peu tout ça. Mais on va travailler dans de l'aéronautique, on est toulousain, donc forcément on travaille avec notre voisin Airbus, clairement. On travaille beaucoup dans tout ce qui est bus et car, d'accord, le transport de personnes, on fait des systèmes électroniques embarqués, des postes de conduite et des systèmes télématiques pour le ferroviaire. On commence à se développer dans le SATCOM aussi, le satellite, qui est un marché intéressant pour nous parce que c'est un marché en transition. On est passé plutôt de la très petite série à la série de taille intermédiaire sur lequel les acteurs du satellite, qui sont aussi pour quelques-uns toulousains, ont besoin de gens comme nous, capables de produire sur des séries de taille moyenne. Et donc l'industrie, ça ressemble à quoi pour Actia ? Donc on a un gros site de fabrication qui est à Colomiers, donc vous avez une photo ici, avec plusieurs lignes qui va justement faire de la très petite série jusque de la série automotive premium. Donc on n'est pas sur de l'automotive type Renault ou autre, on est sur de l'automotive premium, donc avec des volumes un peu moindres, mais on adresse un mix du coup de produits assez différents. On a aussi des sites de fabrication aux États-Unis et en Tunisie qui travaillent avec nous. Donc ce qui est important de voir dans ce point-là et qui pour nous, on en parle dans la continuité digitale, c'est que tous ces sites, on souhaite pouvoir les faire collaborer le mieux possible. D'accord ? Ce qui n'était pas forcément facile jusque-là. Pourquoi ? Si c'est une information qui ne sont pas forcément communs, logiciels qui peuvent être différents, méthodologies qui peuvent être un peu différentes. Donc ça fait partie des challenges qu'on a essayé d'adresser dans la partie continuité digitale, c'est dire en premier lieu comment on arrive à collaborer mieux ensemble. Sur un périmètre géographique, parce qu'on va avoir des équipes qui vont travailler en Suède par exemple, en France, en Tunisie, mais aussi sur un périmètre fonctionnel. Donc suivre le cycle de vie du produit. On va faire de l'ingénierie, on va faire de la conception produit, on va l'industrialiser et on va devoir le fabriquer. Comment est-ce qu'on fait pour que cette information
elle passe d'une équipe à une autre en étant maîtrisée de bout en bout et surtout dans la période de vie série en maîtrisant bien les changes qui sont faits sur ces différents produits parce que ça aussi c'est un enjeu. Et on pense beaucoup à la phase projet industrialisation, en maîtrise de nos phases projet. Derrière, il y a des phases vie série qui peuvent être longues. Sur certains de nos produits, on doit produire pendant 10-15 ans. Il faut être capable de maîtriser le change en fait. Et le change, c'est quelque chose qui bouge. Et ce truc qui bouge, il faut le faire suivre jusqu'au bout, jusqu'à la fabrication. Et ça, c'est un vrai enjeu pour vous tous, je pense, et pour nous en tout cas. Pourquoi on travaille sur la continuité digitale de manière globale? Parce qu'on a besoin de gagner en efficience. On a besoin aussi d'attirer de nouveaux talents. Donc à un moment donné, quand on propose un système d'information qui n'est pas forcément up-to-date, avec des interfaces qui ne sont pas très chouettes, ça peut être aussi compliqué de recruter. On a besoin aussi de se confronter à notre environnement qui peut être assez hostile. En termes de cybersécurité, on a des enjeux qui sont extrêmement forts. Donc avoir un système d'information qui est non maîtrisé, qui a un gros legacy, c'est un risque aussi qui pèse. Et il y a des points récents qui nous montrent qu'il faut vraiment être très alerte là-dessus. Et donc c'est ce qui a piloté ça. Deuxième axe majeur, on en parlait un petit peu avant, c'est l'exploitation de la donnée. Pourquoi on est dans un métier en fait sur la fabrication électronique où tous nos équipements produisent énormément d'informations. Donc on va dire par rapport à d'autres acteurs, on est très à l'aise. Par contre cette information, il faut l'exploiter. Et ça c'est l'enjeu, il faut être capable de la capter et après de faire le bon niveau d'analyse pour prendre la bonne décision au bon moment ou faire des planifications qui sont intéressantes. Et derrière, un autre enjeu pour nous, c'était réduire la gestion globale de la donnée, en fait, qui peut être coûteuse avec beaucoup de fichiers Excel qui traînent à droite à gauche, des opérations manuelles, des mails qui sont envoyés. Tout ça, on sait qu'on a de la performance à obtenir, donc ça fait partie des points qui nous ont menés dans notre route de numérisation d'entreprise. Alors j'aime bien le petit schéma à gauche, là c'est juste pour placer les principales briques d'un système d'information. D'accord ? Donc celle qui nous parle aujourd'hui, c'est plutôt ce qui est MES. Pourquoi ? C'est ce qui va supporter l'informatique de production. Pour autant, un MES, c'est pas le seul système de l'entreprise. Et ce système, il doit communiquer avec un ERP par exemple, avec un PLM, avec tout un tas d'autres systèmes pour passer de l'information. L'ERP, on va parler d'OF, j'en sais rien. On va parler de part number, de nomenclature. Le PLM, on va parler justement de définition de produits, de cadres documents qui vont piloter ce qu'il y a dedans. Ça, c'est la continuité digitale à un moment donné. Parce que ces systèmes, ils existent ou pas dans votre système d'information. Il va falloir faire de la communication. Donc soit via du process, ou mieux, soit du process outillé. Donc des solutions digitales qui vous permettent d'interconnecter tout ça. Donc à droite, vous avez un petit schéma de ce qu'on a commencé à mettre en place. Donc c'est une route. Notre stratégie, ça a été de commencer par le début. Donc le début, c'est le PLM. Donc c'est ce qu'on a en amont dans notre phase de développement. Le PLM, c'est ce qui va gérer toute la data de conception du produit. Ça va se connecter à nos outils de conception élec, ça va se connecter à nos outils de conception mécanique. Et au fur et à mesure, on a tiré le flux. Et notamment, on a beaucoup investi, on a déployé, notamment avec l'aide de Timothée qui est ici, des solutions sur la partie transfert de cette donnée étude vers la fabrication. Donc avec des aspects DFM. Donc comment est-ce qu'on valide nos designs en amont et avec des aspects aussi programmation de nos équipements, génération de documentation pour la production, avec notamment les solutions valeur process préparation. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'était fait historiquement par des fichiers Excel, par certains outils qui étaient obsolètes et qui étaient différents entre nos sites de production. Donc la continuité digitale, c'est ça pour nous. Comment est-ce qu'on a fait ? Ça n'a pas été facile. Et ça ne s'est pas fait rapidement. Alors le premier truc à faire quand même, c'est d'avoir une cible. C'est savoir où est-ce qu'on va et pourquoi on le fait. Donc ça fait partie du change management, je pense qu'on en parlera plus tard. C'est être d'accord avec tous les acteurs sur le fait d'avancer. Deuxième point important, pour nous, c'est l'orientation standard en fait. C'est-à-dire à un moment donné, si on veut que ces outils communiquent entre eux, il faut qu'on se base sur des standards du marché. D'accord ? Donc il y a un standard par exemple aujourd'hui qu'on déploie pas mal, c'est l'EDB++, parce que ça permet d'avoir un socle commun qui permet de pousser l'information d'un outil vers l'autre. Il y a d'autres standards qui existent au niveau PLM qu'on utilise en fait. Et ça fait partie de notre mantra en fait quand on déploie des solutions digitales, de dire quel est le standard du marché et comment est-ce qu'on se l'applique. Troisième point, c'est une approche multi-équipe en fait. Typiquement, c'est pas à la DSI de porter ce type de projet. La DSI est là pour accompagner, pour conseiller,
elle n'est pas là pour décider. Moi, mon métier, c'est pas le manufacturing, j'y connais pas grand-chose. Donc c'est là où les équipes doivent travailler ensemble avec ce qu'on appelle des process owners, en fait, des gens qui vont vraiment maîtriser le processus de fabrication et qui vont être capables de dire comment je veux travailler demain. Nous, on va aider à mettre en place les systèmes avec des partenaires, mais il y a vraiment cette notion de qui est propriétaire du processus et qui décide ce processus pour le déployer, en fait. Et cette notion de partenariat, c'est ce qu'on travaille beaucoup, nous, au sein de l'entreprise et au sein de la DSI, c'est d'être un partenaire du métier pour accompagner, pas pour décider, vraiment accompagner. Et le Aziz to be, c'est vraiment définir la cible. Autre point que j'ai pas mis là, mais qui me vient en tête dans cette approche cross-platform, c'est aussi trouver les bons partenaires. D'accord ? Pourquoi Actia, on est une société de taille intermédiaire. Justement, on n'est pas comme notre voisin Airbus, énorme, on va dire, avec des moyens qui sont à proportion. Et si on regarde notre tissu local, on est parfois face à des intégrateurs, des partenaires qui travaillent beaucoup avec des sociétés de ce type-là. Donc on a besoin, ce qui ne fonctionne pas pour nous, on a besoin de plus d'agilité, on a besoin aussi d'économie sur les activités à réaliser. Donc il faut trouver le bon partenaire entre la solution et entre l'intégrateur. À chaque fois qu'on choisit une solution digitale, ce n'est pas la solution qu'on choisit, c'est vraiment le couple. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir, ce qu'on disait avec Timothée, la meilleure solution du monde. Si derrière personne n'est là pour l'intégrer et nous conseiller et nous apprendre, ça ne marchera pas. Donc c'est vraiment à chaque fois qu'on va déployer un projet digital, PLM, ERP-MS ou autre, c'est un couple qu'on cherche et c'est quand on fait nos appels d'offres, c'est dans ce sens-là qu'on le lance en fait. Voilà, j'en ai fini. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Vous avez parlé de multisites, on voit la complexité du développement potentiel de ce type de projet. Comment vous faites pour emmener tout le monde en même temps, en fait, que ce soit en termes de projet commun, mais aussi de recherche d'experts. Moi, parce qu'il y a l'entreprise dans laquelle je travaille, on est aussi en multisite. L'identification est quand même assez difficile. C'est effectivement un point dur parfois. Comme on a fait typiquement sur ces projets orientés manufacturing, très tôt en fait on a monté un groupe de travail, on a commencé plutôt par une phase d'audit. Pour pas dire on va partir sur une solution, plutôt pour dire déjà faisons la photo de comment on travaille. Et typiquement ça a été fait avec c'était un grand tableau. On passait les stickers en disant moi je fais ça, toi tu fais ça, machin, et puis on voyait s'empiler les tâches avec des copier-coller. Et ça on l'a engagé avec différents sites en fait. Et ce qui nous a permis de faire au moins un état des lieux factuel des choses. Pour pas créer des fois des frictions, des contractions par rapport à la définition d'une cible, c'est dire on fait une photo factuelle avec les gens qui sont impactés, tous les métiers, et tous les métiers peuvent s'exprimer. Et du coup après on constate, on est là, est-ce qu'on est satisfait? Oui, non. Non, alors où est-ce qu'on doit aller? Et c'est ce mode en fait qui marche bien. Alors, la difficulté c'est que ça prend du temps. Et on est souvent impatient sur ce genre de projet, on veut vraiment déployer en 3 mois, 6 mois parce que ça nous semble tellement évident, tellement facile. Mais à un moment donné, on peut avancer à marche forcée, mais c'est-à-dire qu'on va passer par un management fort, je pense, pour imposer des choses. Ça marche ou ça marche pas. Ou alors il faut accepter de prendre le temps au début et de convaincre finalement. Alors c'était assez facile entre guillemets sur ces sujets-là, parce qu'on était, nous, en tout cas sur des solutions qui étaient très anciennes, obsolètes, sur beaucoup de travail manuel. Donc chacun était convaincu qu'il fallait bouger. Donc ça a permis d'avancer. Après, dans ces cas-là, c'est comment il faut bouger. Là, on est tout de suite un peu moins d'accord. Donc il faut vraiment dès le départ, je pense, mettre les gens en face. Et effectivement, c'est ce que je disais, c'est le partenaire métier en fait. Et le propriétaire du processus qu'il faut trouver partout. Donc le méthodiste qui va bien en Tunisie, le méthodiste qui va bien en France ou aux États-Unis. Et qui est capable après de porter l'information chez ses équipes. Et site pilote ou pas? Ouais, site pilote en France, ouais, du coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui,
Oui, moi j'avais une question, conduite du changement, mais un peu à fond renversé, c'est-à-dire que comment toi tu t'es accaparé la culture industrielle pour te mettre au service de ces projets-là. Et la question subsidiaire, c'est quel rôle tu endosses là-dedans. Tu as dit support, je comprends bien qu'il faut que ce soit apporté par les opérationnels, mais voilà, comment toi tu te places par rapport à ces projets-là? Alors comment je suis rentré dedans en fait justement à partir du data management. Pourquoi? Parce que le data management, c'est une équipe qui va gérer un peu les flux de données dans l'entreprise de manière assez indépendante des métiers, on va dire. On est posé au milieu, on est un peu agnostique, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les bureaux d'études, on va travailler avec les usines, on va travailler avec les achats, enfin avec tout un tas de métiers. Et du coup on a un peu un rôle pas d'arbitre, mais on n'est pas posé entre un débat manuf, engineering, ton design n'est pas bon ou tu sais pas fabriquer quoi. On se pose un peu au-dessus et donc du coup on a un peu cette possibilité d'avancer de manière neutre, de poser des thématiques on va dire et d'avancer. Donc c'est comme ça que ça a initié finalement. Et du coup c'est comme ça maintenant que je suis à la DSI qu'on essaye de positionner la DSI parce que pareil la DSI est un organe neutre qui travaille avec tous les métiers de l'entreprise, qui apporte quand même, qui doit apporter la vision de la roadmap digitale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on choisit une solution, elle va devoir s'intégrer dans un système d'information, donc avec des standards, avec des prérequis sécurité, avec des prérequis d'interopérabilité, enfin tout un tas de choses. Est-ce qu'on va de le cloud, pas dans le cloud? On se positionne là-dessus parce que c'est notre métier technique, on va dire. Mais on a des business partners en fait au sein de la DSI qui eux ont un rôle plus neutre et qui sont là pour essayer de faire avancer les choses. Mais c'est pas simple au quotidien. Enfin, je pense que comme dans toutes les entreprises, c'est pas simple au quotidien. Merci beaucoup. On a encore le temps pour une question. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé des standards. Il faut choisir les standards. Dans le monde du digital, les standards, c'est pas un standard, c'est des standards. Donc, sur quoi vous basez vos choix? Et souvent, il n'y a pas d'ailleurs, c'est des standards, c'est des solutions qui sont en compétition. Donc, choisir des standards, mais je trouve que c'est un petit peu vague et je me demande comment vous faites finalement pour en trouver. Un standard, il n'y en a pas partout, effectivement, ça c'est clair et net. Sur la partie design, il y a celui qu'on a trouvé sur le DB++, clairement, qui remplace des vieux trucs comme les Gerber et compagnie, là, qui étaient un peu obsolètes, excusez-moi. Mais des standards, il n'y en a pas partout. Après, les standards, c'est aussi nos standards. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on définit ce qu'on appelle des interfaces. Alors, je vais pas tomber dans la technique, mais on a nos standards de flux de données, par exemple, et de gestion des flux d'informations. On a ce qu'on appelle des ETL, en fait, qui sont des bus d'informations, on va dire, qui vont prendre de la donnée d'un système, la transformer et la poser dans un autre système. Ça, c'est notre standard d'interopérabilité, en fait. Et ce qu'on demande quand on va déployer une nouvelle solution, c'est dire, cette nouvelle solution, je peux accéder à l'information via des web services, via tout un tas de trucs, des API, et du coup, je peux piocher l'information et l'exploiter par ailleurs, je ne sais pas, pour le poser dans un outil de BI par exemple, et ce type de choses. Donc c'est du standard à plusieurs niveaux, c'est pas, effectivement, on n'a pas un standard tamponné qui couvre tout, ça c'est clair net. Dernière question, après on va manger en retard sinon. Très rapidement, j'ai vu sur le chemin de la digitalisation, vous démarrez avec une capture d'exigence, vous arrivez sur le PLM à un moment donné. Est-ce que compte tenu du business actuel, la notion ALM n'a pas encore lieu ou c'est à venir? Alors sur l'ALM, j'ai envie de dire on était déjà un peu plus mature. Alors, je peux en parler parce que justement je viens de ce métier à la base. On avait développé il y a pas mal d'années et on était pour le coup bien en avance ce qu'on appelle l'usine digitale en fait. Donc des systèmes d'intégration de soft avec du Git, tout un tas de trucs qui permettent de gérer les sources logicielles, de faire de l'intégration continue, du delivery continu. Donc ça on l'a mis en place. Et de la gestion des exigences, pourquoi? Parce que nos clients nous ont tiré très fort sur la partie en amont gestion des exigences, alors avec du DORS, avec du Rectify. Désolé, c'est pas forcément des solutions. Mais en tout cas, on était sur ces points-là, on est toujours relativement mature. On l'était moins sur la partie PLM pour le coup. Donc c'est là aussi où quand on regarde l'entreprise, en fait, à un moment donné, il faut dire, il y a plein de métiers, il y a le métier achat, finance.
faut poser les niveaux de maturité qu'on a en termes du système d'information sur chacun de ces domaines et dire où est la priorité. Parce qu'on n'a pas la capacité de tout adresser en même temps, donc où sont nos niveaux de priorité. Donc le PLM, clairement, parce qu'on avait besoin de plus en plus de travailler et de collaborer dans le groupe avec des équipes d'engineering un peu partout. La fabrication, pareil, parce que ça fait partie d'un axe stratégique pour nous. On vit grâce aux produits qu'on vend, donc c'est clairement quelque chose de fondamental. Ouais. Et merci pour cette riche présentation. Et donc notre sujet numérique, il passe de la DSI, mais à un moment il faut qu'on fasse des usines et qu'on produise. Et donc on va être briefé sur le sujet du jumeau numérique pour les usines. Donc moi j'ai une petite anecdote, j'ai travaillé pour un industriel à Cherbourg qui construisait une usine en Australie. Et il a commandé la même machine, une presse, pour aller en Australie. Alors dans l'usine de Cherbourg, elle rentrait, et puis quand on est arrivé en Australie avec la presse, qui coûte quelques dizaines de millions d'euros, qui est fabriquée en Suisse, elle ne rentrait pas dans l'usine. Donc on aurait eu un jumeau numérique, on l'aurait peut-être vu avant, et on n'aurait pas eu à casser le toit, ça aurait été un peu plus simple. Donc voilà, c'est une anecdote pour montrer que le jumeau numérique, c'est un vrai sujet. Bien. Donc moi, Denis Riobé, je suis portfolio développeur des solutions manufacturing et ça fait à peu près 30 ans que je fais de la production virtuelle et puis plus de 15 ans chez Siemens. Alors Siemens, c'est une grande maison, celle qui vous accueille ici, avec à peu près 300 000, un peu plus de 300 000 personnes dans le monde, et un chiffre d'affaires d'ordre de 80 milliards. Et puis vous avez pu entendre dès ce matin une nouvelle usine qui va encore s'ouvrir de production. Et ça, c'est un point qui est important parce qu'effectivement, chez Siemens, on n'est pas seulement éditeur de solutions, auxquelles on va parler, mais on est en même temps utilisateur de nos propres solutions. D'accord ? Et on a plusieurs usines qui se sont digitalisées pour justement gagner en productivité et gagner en délai de livraison, etc. Une de nos usines emblématiques, c'est l'usine d'Amberg, qui fait tout ce qui est qu'on appelle ça des PC d'atelier. Et donc, on est fortement orienté sur la production de cartes électroniques dans nos métiers. Pas que, mais fortement dans le métier. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du fait, et beaucoup de mes collègues en ont parlé, du fait qu'aujourd'hui, on n'a pas un produit mécanique, un produit qui n'intègre de l'électronique. Partout, on voit de l'électronique. Donc, il y a un magnifique marché qui s'ouvre sur l'électronique et énormément de capacités de production de ces cartes électroniques. Mais il y a aussi beaucoup de défis par rapport à ça et qui engendre beaucoup de complexité. De la complexité dans la conception des produits, on en a entendu parler, de la complexité dans les processus pour les produire, de la complexité avec les supply chains, de la complexité. D'accord ? Alors cette complexité, soit on la subit, soit on en fait un allié pour être concurrentiel. D'accord ? Et nous, on va vous expliquer, je vais vous expliquer que effectivement, la réponse que Siemens va pouvoir vous apporter, c'est de travailler avec des jumeaux numériques, avec des solutions intégrées. On a entendu parler par Winnet-Nord qu'effectivement que dans ces métiers, mais il n'y a pas que les métiers de l'électronique, on a beaucoup de silos. On a beaucoup de silos, ceux qui conçoivent, ils conçoivent très bien, mais ils conçoivent. Et puis ceux qui produisent, ils produisent très bien, mais ils produisent. Et puis faire passer l'information entre les deux, c'est-à-dire la bonne information au bon moment pour que celui qui va en avoir besoin va pouvoir en bénéficier, c'est compliqué. Il faut casser ces silos. Et pour casser ces silos, eh bien, on va pouvoir effectivement faire en sorte d'intégrer de façon très horizontale, faire passer l'information. On l'a entendu avec la continuité numérique, faire passer l'information des différents services, la bonne information des uns aux autres. Et pour ça, ça nécessite d'avoir une intégration des solutions de conception, des solutions d'industrialisation, des solutions de production, des solutions de suivi de ma production directement dans mes ateliers. Et créer cette boucle virtueuse pour que ce que je récupère au niveau de ma production puisse alimenter les mises à jour, les améliorations au niveau de ma conception. Et pour ça, effectivement, il faut avoir cette continuité dans ce qu'on appelle le smart manufacturing. Alors, Siemens propose un certain nombre de solutions supportées par nos partenaires, dont Cadlog
significatifs, hein, on l'a vu, des solutions où on va intégrer pas seulement la conception des cartes électroniques, mais ces cartes électroniques, on l'a entendu encore, vont dans des solutions mécaniques aussi. Et si on veut driver, piloter cette conception avec toutes les contraintes qu'il y a autour de ces cartes électroniques, eh bien, il va falloir pouvoir faire de la simulation. Simulation entre la mécanique et l'électronique. De la simulation même que de mes cartes électroniques. Hein. On a une solution Valor qui est faite pour ça, conception, fabrication et test, mais aussi la partie mécanique. Et on va pouvoir aussi lier mon produit, avec ce jumeau numérique, cette numérisation de mon produit, à mon process. D'accord? Comment je vais pouvoir faire les meilleures machines, les meilleures lignes, les meilleures usines pour produire en tenant compte de toutes ces contraintes. Et là, on a des solutions, effectivement, où on va designer ces lignes de production. On va pouvoir voir l'impact qu'il y a entre mon produit et mon process, pour m'assurer d'une bonne productivité. Et on l'a entendu avec la partie PLM, avoir une associativité. Si j'ai une modification quelque part dans mon produit ou dans mon process, quels sont les cas d'emploi? Comment le savoir où ça se trouve? Et comment pouvoir les corriger rapidement? D'accord? Et si le système me dit, ah bah si tu modifies ton produit ici, attention, là il y a le poste de travail ici qui est modifié, ton outillage qui est modifié, ou tel service dans l'entreprise qui est modifié, d'accord, je le sais. C'est pas au moment où je suis au niveau de ma production, je dis mince, ils m'ont changé un truc et je l'ai pas vu. D'accord? Non. Le système est là pour vous accompagner et vous montrer où ça en est. Mais ça nécessite cette intégration. Alors rassurez-vous, vous avez vu mes éléments, c'est des petits cercles. C'est-à-dire que dans la grande intelligence, ceux qui ont conçu ça, l'ont pas conçu en disant il faut tout pour que ça fonctionne. Non. On sait très bien qu'il y a des historiques dans les entreprises. Donc on peut combler les trous dans la raquette. Prendre telle solution qui va combler ce que vous n'aviez pas dans votre chaîne numérique. Et assurer en même temps, dans cette grande ouverture que l'on a, on parlait de normes, dans cette grande ouverture que l'on a, de se connecter avec l'amont qui existe déjà et l'aval qui va permettre, qui existe aussi. D'accord? Donc on peut se connecter facilement, on peut avoir des solutions tout à fait indépendantes, mais bien évidemment, elles marcheront beaucoup mieux si elles sont toutes associées les unes aux autres avec les solutions qu'on peut vous proposer. Alors pour ça, on va s'appuyer... Pour faire ce smart manufacturing, on va s'appuyer sur trois grands piliers. Trois grands piliers qui est augmenter l'efficacité, d'accord, avec cette implantation justement optimisée de mes lignes ou de mes usines, hein, en tenant compte de ces contraintes. Un autre élément qui est important, c'est la réduction des coûts. La réduction des coûts, donc si j'ai effectivement une intégration de mes solutions avec une planification qui est prévue et qui intègre les contraintes que j'ai au niveau de ma production liée à mon produit, je vais pouvoir effectivement optimiser mes coûts. Améliorer la qualité. Alors maintenant, quand j'arrive en fin de ligne, en fin de processus, je suis à l'atelier, je vais produire. Si je viens avec un MES, avec un ordonnancement, voire avec de l'IoT pour équiper mes différentes machines ou mes lignes et récupérer mon information, ma data, je vais pouvoir effectivement vérifier en temps réel ce qui se passe sur ma ligne et réagir beaucoup plus rapidement. Réagir de façon flexible sur exactement là où j'ai besoin d'agir pour corriger rapidement mon problème. D'accord ? Et tout ça va pouvoir être piloté grâce à ces jumeaux numériques. Jumeaux numériques du produit, jumeaux numériques du process, jumeaux numériques de la performance. Alors, on va être très concret. Là, maintenant, on va descendre dans des solutions. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer pour avoir cette continuité qu'on vous propose ? Hop. Il y avait des jolis films hein, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, mais c'est du PDF. C'est pas grave. On comprendrait. Alors, on a des solutions de jumeaux numériques de la conception. Voilà, j'ai un greenfield, je dois monter une usine. Comment j'utilise l'espace ? Comment j'optimise mon espace ? Alors, 90% vont utiliser des solutions 2D, vont utiliser de l'Excel, on a entendu beaucoup d'Excel, pour pouvoir faire mes calculs de flux qui vont bien et puis pouvoir implanter mes machines. Ou alors plus compliqué, j'ai une usine qui existe, je dois rajouter une ligne avec toutes les contraintes que j'ai du bâtiment existant, etc. Comment je trouve mes solutions Alors on a des solutions d'implantation qui sont des solutions d'implantation 2D, puisque la plupart de ceux qui font ça en 2D. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque élément 2D correspond à 3D. Je peux le voir en 2D, je peux le voir en 3D. En 2D, en 3D. D'accord ? Ce qui va me permettre d'avoir une réalité de mon implantation. Alors,
Vous allez me dire, ok, bon, on fait déjà peut-être des choses comme ça. Oui, c'est vrai, même beaucoup disent on est usine numérique parce qu'on a fait la représentation 3D de notre usine. Ouais, c'est bien, c'est important, on utilise l'espace et on voit ce qu'il en est. Mais maintenant, la deuxième chose, c'est l'optimisation. Comment je la fais tourner réellement, cette ligne? Comment je fais en sorte de mettre suffisamment des paramètres réels de ma production pour dire que lorsque je fais start, je peux en quelques minutes faire une semaine, un mois, un an de production et m'assurer que je vais produire correctement. Parce que si j'intègre pas du dynamique dans ma simulation, alors on reste dans l'Excel, d'accord? Mais je ne vois pas mes goulots d'étranglement, je ne vois pas mon équilibrage de ligne, je ne vois pas comment mes opérateurs vont pouvoir travailler, je ne vois pas tout ça. Le dynamique me permet d'avoir ça. Je rajoutais un petit quelque chose par rapport à ça, c'est que si vous voulez faire valider auprès d'un financier l'intérêt d'investir dans les nouvelles lignes que vous faites, alors que la ligne n'existe pas, il va beaucoup mieux comprendre la ligne que vous devriez voir tourner, qui est là, avec la productivité mise en relation avec mon processus que j'ai mis en place, voire même ma consommation énergétique, que si vous lui présentez un plan 2D, il va devoir vous faire confiance. Ou un fichier Excel, il va devoir vous faire confiance, hein, parce qu'il ne va pas comprendre. Vous avez juste demandé un chiffre à la fin, avec un chiffre de productivité. Là, on va le voir, là, on va le comprendre. Après, si je descends sur ma ligne et que je travaille sur mes postes de travail, je vais pouvoir travailler, on l'a entendu par WeNetwork, avec des chantiers qu'ils ont fait, on va pouvoir travailler sur l'ergonomie du poste de travail de mon opérateur, pour m'assurer de sa qualité. La cobotique, m'assurer que effectivement la programmation de mes cobots vont être correctement faits par rapport à l'opérateur qui est sur la ligne. Je vais pouvoir travailler sur l'automatisation de ma ligne, voir est-ce que pour une tâche répétitive et sans beaucoup de valeur ajoutée, je ne vais pas y mettre un robot plutôt. Testons-le, mettons un robot, voyons voir ce que ça me coûte et est-ce qu'il peut faire le travail alors que j'ai rien acheté du tout. Et le système va pouvoir me simuler le travail robotique, la trajectoire et les temps calculés avec. Et enfin, c'est là où on arrive au jumeau numérique. C'est qu'on va pouvoir connecter son PLC directement sur ce jumeau numérique virtuel. Jusqu'à présent, on a fait de la simulation. Mais si maintenant je viens connecter l'automate directement sur mon jumeau numérique, j'arrête l'intelligence du logiciel et c'est mon programme automate qui va piloter ma machine, qui va piloter ma ligne, ma supervision de ligne, ou mon îlot robotisé. Et je vais m'assurer, moi, en tant qu'automaticien, que j'ai fait le bon programme qui va piloter correctement ma zone. L'automaticien, c'est celui qui est un petit peu malmené dans l'entreprise parce qu'il arrive toujours en bout de ligne. Il faut qu'il attende que les mécaniciens ou les installateurs aient installé la ligne. Il faut qu'il attende que les électriciens aient branché tout ça pour qu'il arrive avec son programme et qu'il teste. Il a toute la pression sur les épaules pour être certain que son programme il démarre vite parce qu'on veut produire. L'objectif, il est là, d'accord? Et donc, il a la pression. Donc, quand on trouve une solution et que ça produit, il est heureux. Il dit, on verra après pour faire du lean manufacturing. On optimisera ça après, mais pour l'instant, ça produit. Quel serait l'intérêt, alors que les mécaniciens travaillent, alors que les électriciens branchent, que l'automaticien, en parallèle sur le jumeau numérique, lui mette au point son programme? Et pas seulement qu'il va trouver une solution, mais va trouver la meilleure solution en faisant plusieurs scénarios, parce qu'il aura le temps de le faire. Il n'aura pas le stress de travailler dans l'atelier, il aura la capacité de faire son travail à côté en numérique. Et c'est le même programme qui va basculer sur sa ligne pour démarrer ensuite au niveau de la production. On va rester humble, on ne va pas dire qu'il va démarrer sous le bouton start, il y a quelques essais à faire. Mais enfin déjà, s'il divise par 2 le temps du ramp-up et du démarrage, vous serez tous d'accord pour me dire que déjà on a un sacré temps gagné pour le démarrage des nouvelles lignes. Démarrage de nouvelles lignes, démarrage de nouvelles machines, démarrage d'une nouvelle usine, bien évidemment. C'est le virtual commissioning. Et là, on est plein dans le jumeau numérique de la production. Bah tiens, d'ailleurs, nos clients Electrolux ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils ont numérisé 100% de leurs usines. Et ils ont réussi à gagner comme ça 30% de temps, de gain, pour mettre sur le marché leurs nouveaux produits. Et le patron des opérations disait, si je n'avais pas eu cette simulation, j'aurais perdu 6 mois, d'accord, de mise en place de mes nouvelles productions. Un autre de nos clients, collègues groupe, eux, ils avaient déjà des usines existantes. Mais comme arrive souvent dans les histoires des entreprises qui grossissent, on rachète, on monte, etc. Et chacun a des solutions différentes, des programmations différentes, beaucoup de diversité. Ils avaient besoin de standardiser. Avec la planification qu'ils ont mis en place, l'ordonnancement qu'ils ont mis en place et le MES, ça a permis justement d'unifier au niveau de la production numérique l'ensemble de leur production pour gagner
un certain nombre d'éléments, de gains qu'ils ont eu sur leur production. Donc voilà, c'est pas courant dans le monde de l'électronique la vision de cette usine numérique, de ces jumeaux numériques, mais c'est des réels gains que l'on peut avoir. Et là, Siemens, on accompagne avec nos partenaires pour pouvoir mettre le pied à l'étrier et vous montrer concrètement comment ça peut marcher chez les uns et chez les autres sur des sujets industriels que vous pouvez avoir. Voilà, merci. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, j'ai bien compris le recours à votre outil pour la mise en place, pour l'actualisation d'une entreprise ou d'un atelier ou d'une usine existante. Mais après, c'est un outil qui reste en place, qui est utilisé régulièrement à chaque nouveau produit fabriqué, ou est-ce que c'est en fin de compte un beau produit pour un cabinet de conseil qui vient effectivement aider l'entreprise à réaménager son usine, très bien, ok. Ou est-ce que c'est un outil qui reste dans l'entreprise et qui est utilisé régulièrement pour effectivement arriver à un outil de jumeau numérique de chaque fabrication de cartes? Et la question pendante à ça, c'est le coût par rapport à des gens qui éventuellement font pas de la grosse série. Alors, c'est une très bonne question. Vous avez tout à fait raison. Et c'est souvent, on me la pose souvent parce que souvent on me dit ah oui c'est bien pour du greenfield, alors on monte un nouveau truc puis après on passe à autre chose. Effectivement, ça peut servir au niveau des études du démarrage, machine ligne. Mais après, ça peut servir aussi à la formation des opérateurs, puisqu'on a vu que la partie jumeau numérique, virtual commissioning, on peut former ces opérateurs en avance de phase. Et puis derrière ça, ça peut travailler sur le quotidien. On a un client qui intègre pas mal d'intérimaires sur ses lignes, pas dans l'électronique, et donc lui il va l'utiliser au quotidien, mais celui qui va utiliser le produit, lui il s'en fiche d'être spécialiste sur son jumeau numérique, c'est pas ça son problème. Il a un certain nombre de paramètres, il veut avoir un certain nombre de KPI, de résultats derrière, au quotidien. Toutes les semaines, il a une nouvelle production à faire, un nouveau plan de production, et il a besoin de travailler comme ça. Tiens d'ailleurs, dans l'électronique, on a un client aussi, qui, lui, avec la difficulté de livraison des composants, quand il a un camion qui arrive avec des composants, il faut qu'il transforme son ordonnancement ou sa planification parce qu'il doit utiliser ce qu'il a reçu pour pouvoir faire la production qu'il a à faire en fonction des clients, des commandes, etc. Donc il faut de la flexibilité. Et là, on utilise ce jumeau numérique encapsulé grâce à Mendix dans une interface simplifiée où la personne qui en a besoin, il a en fait son moyen de production virtualisé à côté de lui. Il n'a pas besoin d'être spécialiste pour ça, un spécialiste lui a mis au point, lui il va rentrer ses paramètres, il va faire tourner sa production en quelques minutes, une semaine de production ou un mois de production, mais c'est tensionné plus à une semaine, et il a le résultat. Il a le résultat, est-ce qu'on va pouvoir intégrer cette productivité en intégrant les setups, les taux de maintenance, le nombre d'opérateurs dont j'ai besoin, etc. Le système lui affiche le résultat. Donc lorsqu'on fait un démarrage avec des cabinets de conseil, ou alors c'est vous qui faites le cahier des charges de votre nouvelle ligne pour votre cabinet de conseil, et vous voulez pouvoir changer les intégrateurs que vous voulez avoir. Donc vous faites votre première ligne, mais une fois qu'on l'a faite, on ne la met pas à la poubelle. Cette ligne-là, on va l'utiliser justement pour ce quotidien en fonction de la flexibilité qu'on veut avoir ou la réactivité qu'on va avoir sur les lignes. Nous avons une deuxième question. Oui, bonjour, Ludovic Aran, Métamorpho Conseil. J'ai travaillé dans le monde de l'électronique, notamment chez Lacroix. Moi, j'ai une question concernant le jumeau numérique. Je m'intéresse depuis déjà longtemps. Quid du maintien en condition opérationnelle des éléments de valorisation grâce au numérique, parce que le jumeau numérique, c'est un modèle théorique au départ. Et ensuite, on a l'IoT qui va venir s'implémenter sur les lignes et qui vont apporter des éléments de retour qui vont permettre de vérifier le modèle financier qui avait été défini à l'origine et pouvoir corriger ou améliorer, également piloter, puisque finalement on peut piloter des usines à distance. Pour les grands groupes ou des ETI, ils ont des usines à droite et à gauche et ça demande beaucoup d'expertise d'utiliser un jumeau numérique. Donc pouvoir avoir un expert qui lui est capable de voir et de contrôler à distance tout ça. Quid donc de la valeur sur le maintien en condition opérationnelle, donc la maintenance, et choses comme ça. Est-ce qu'on a des retours d'expérience sur justement, parce que ça coûte cher d'implémenter un jumeau numérique, sur des retours d'expérience qui ont permis d'améliorer aussi la vie série, ou de l'amélioration du process, ou des ruptures de process qu'on voudrait mettre en place? Il y a plusieurs questions dans votre question.
C'est très intéressant, effectivement. Vous êtes spécialiste. Hein. Il y a plusieurs questions dans votre question. Alors, effectivement, je n'ai pas abordé la notion de closed loop manufacturing. Hein. Donc, mon jumeau numérique me met au point ma ligne ou mon quotidien de ma ligne. Mais maintenant, ma ligne elle-même, elle a sa vie. Et j'aimerais pouvoir prendre les données sur cette vie de cette ligne et la rejouer dans mon jumeau numérique pour corréler mon jumeau numérique à ma réalité de ma vie de mon entreprise. Alors pour deux raisons. La première, c'est l'ajuster par rapport à ce qui se passe exactement à l'atelier. La deuxième qu'on rencontre, c'est j'ai eu un problème quelque part et je ne sais pas où ça s'est passé. Ce que je constate, c'est qu'à la fin, j'ai un problème. Mais où est-ce que ça s'est passé? Le fait d'avoir enregistré toutes les données et de rejouer ces données, une journée, une semaine de production, le système, je vais pouvoir étendre le temps sur mon jumeau numérique parce que lui, je peux en faire ce que je veux, contrairement à mon outil de production. Et je peux regarder, analyser à chaque étape où est-ce que ça s'est passé. Et lorsque j'ai un pic qui apparaît, enfin une anomalie qui est apparue quelque part, là, je peux analyser l'endroit, le jumeau numérique peut me montrer, grâce aux données de production, peut me montrer là où ça s'est passé. D'accord? Donc là, on est vraiment dans le closed loop manufacturing. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est j'ai à piloter 3, 4, 5 usines à travers le monde et j'aimerais avoir en temps réel ou au moins, oui, en temps réel ou en tout cas voir où sont ces différentes usines et comment ça se passe. Là, on a une autre solution, que je ne vous ai pas présentée ici, qui s'appelle Into-Site, qui va permettre d'avoir un petit peu à la Google Maps. Voilà, j'ai le monde, ou la Google Earth, j'ai le monde, j'ai mes différentes usines qui sont dessus, je clique sur une usine, le système me montre ce jumeau numérique de mon usine, et si cette usine est connectée en IoT, justement, je peux même voir en temps réel ce qui s'y passe, sur telle machine, telle ligne, etc. Je peux avoir l'information. L'information de ce qui s'y passe en fonction de la remontée de mon IoT, donc de mes datas que je vais traiter, l'information peut-être de, tiens, j'ai un nouveau produit à introduire, je l'introduis où? Cette usine-là, celle-là, celui-là? Laquelle a la capacité de le faire, laquelle va pouvoir me produire. Et donc là, je viens faire tourner mon jumeau numérique avec ce nouveau produit qui me montre la capacité de produire. Donc la vision internationale, ou en tout cas multisite de ma production, et plus spécifiquement lorsque je suis sur un site, ce jumeau numérique, soit de la ligne, soit du site complet, si j'ai fait le site complet. Alors vous avez dit quelque chose, vous avez raison, il y a un certain coût lié à faire un jumeau numérique. C'est pas gratuit, on est tout à fait d'accord. Maintenant, on n'est peut-être pas non plus en train de se dire, je rajoute un outil par rapport à des outils existants. Aujourd'hui, j'utilise quoi? J'utilise un 2D pour faire un plan. J'utilise un Excel pour faire des calculs de flux. D'accord, très bien. Et bien demain, je vais utiliser un outil qui va me faire de la simulation. Moi, je vais faire la simulation pour m'assurer du flux de ce que je vais faire. Donc je remplace un outil par un autre. J'entendais des vieilles normes Gerber, des nouvelles normes machin. Bah oui, on a remplacé une façon de faire par une autre. Là, ça va faire pareil. La deuxième chose, c'est que je ne vais pas être le seul. Moi, je suis spécialiste, j'ai fait mon outil de simulation. Maintenant, peut-être que c'est l'automaticien qui va faire la connexion entre cet outil de simulation et son automate. Parce que c'est lui qui connaît le programme et l'automatisme et la logique de fonctionnement. C'est lui qui va poser les capteurs sur ce jumeau, enfin sur cette simulation pour en faire un jumeau numérique. Et donc en équipe, d'un simple modèle de simulation, je vais en faire un vrai jumeau numérique pour l'entreprise. Et comme je disais tout à l'heure, pour répondre à la question de monsieur qui était très intéressante, est-ce que ça peut s'étendre dans l'entreprise? Oui, avec des solutions, je dirais, d'accès simplifié pour des non-spécialistes, je peux donner accès à ce jumeau numérique à plus de l'entreprise pour rentabiliser justement son utilisation. Chose qui est plus compliquée à faire avec un fichier Excel quand il y a des macros, etc. et que c'est moi qui l'ai fait et que c'est pas l'autre qui l'a fait, quoi, hein. Et quand il s'en va, bah, c'est un peu un problème quand même. Voilà. C'est quoi la plus petite entreprise dans laquelle vous avez ces outils? Alors, il y a des gens qui font du service autour de ça, donc ils sont seuls, ils ont une licence pour eux. On a... Virtual commissioning. Mais l'implantation a intérêt dans la vie. Non mais ok. On a l'exemple d'une société en Alsace. Ils sont une 50aine de personnes, d'accord. Systématiquement, tous leurs projets passent par la partie virtual commissioning, donc jumeau numérique virtual commissioning. Voilà. Et on peut vous donner le nom du patron et le nom de la société si vous voulez les contacter pour les voir. Et on a aussi des très gros groupes qui le font. Bon, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je crois même qu'ils sont 35 d'ailleurs dans l'entreprise.
Bon, moi, la chose que j'ai retenue, c'est que ça remplace des fichiers Excel, donc ça doit coûter à peu près la même chose qu'une licence Excel. C'est intéressant. En termes de temps? En Oui, termes de à peu temps. Bon, alors, on a vu un certain nombre de solutions digitales. Ces solutions digitales ne sont rien sans un pilotage et donc sans la conduite du changement. Et donc, on va passer la parole à M. Aurin qui va nous parler de la conduite du changement au sein de Innovec. Merci. Alors oui, Cédric Aurin, je suis directeur technique et innovation pour le groupe Innovelec, qui est un EMS qui tend vers les 400 personnes, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vais vous dire deux mots de qui on est, parce qu'on n'est pas forcément dans les esprits de tous et on est un peu discret niveau communication. Et pour vous dire d'où je parle, en parlant de transformation digitale et la conduite du changement qui est associée. N'attendez pas de réponse définitive de ma part, parce que je vais poser plus de questions que je n'ai de réponses. Donc l'idée, c'est plutôt de témoigner de notre expérience, de où on en est de notre stratégie plus que de notre réelle transformation. Donc un témoignage qui ouvre des portes et qui pose quelques interrogations pour la marche à suivre, comment on emmène les équipes et comment on produit de la valeur in fine avec cette transformation, parce que on est assez convaincu qu'il y a un vivier. Par contre, de faire fructifier ce vivier, ça dépend de notre capacité à emmener les gens sur cette voie-là. Donc, quelques mots, si j'arrive à passer la slide suivante. Donc Innovelec, en quelques mots avant de passer sur le cœur du sujet. On est donc un EMS qui a deux cœurs de métier, à la fois l'électronique et aussi le câble, le faisceau et l'électromécanique. On est implanté historiquement à Périgueux, c'est une société qui a été créée il y a 23 ans d'une page blanche et qui a fortement grossi en croissance externe, en croissance organique également bien sûr. Donc câble et faisceau, électronique, et dans des secteurs de métiers très diversifiés, le ferroviaire, l'automotive dans les marchés de niche, la défense, le nucléaire plus récemment, le médical de façon plus historique. Et puis donc dans nos différentes croissances, on a souhaité dans notre stratégie proposer du design et puis plus largement de proposer le savoir-faire complet de la chaîne de valeur, donc du design jusqu'au MCO. Et donc d'associer autour de l'activité de fabrication, qui est notre activité de prédilection historique, cette capacité de concevoir, depuis un cahier des charges ou depuis des choses un peu plus avancées de certains donneurs d'ordre, d'accompagner à l'industrialisation, de faire l'industrialisation, y compris moyen de test, le prototypage rapide, qui est la suite logique, et la fabrication de série dans notre cœur de métier qui est le très high mix et low to middle volume. Voilà, et pour ça on a des donneurs d'ordre qui sont au nombre de 200. Donc voilà, quand on est en électronique, on aime la complexité. Quand on est chez Innovelec, c'est qu'on n'en a pas eu assez avec l'électronique normale, on multiplie ça par 200 clients. Voilà. Nos implantations, vous les voyez là, plutôt sud-ouest historiquement, mais aussi des implantations nouvelles dans le Forez. À Rennes et puis à Casablanca, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'on est implanté là-bas en fabrication. Et un bureau de vente aux États-Unis, parce qu'on fait de plus en plus d'export. Quelques chiffres, mais je l'ai dit rapidement. On était à 40 millions d'euros l'année dernière. Avec les croissances externes de l'année dernière et de cette année, on vise 70 millions cette année. 400 collaborateurs. Et voilà, des secteur d'activité des donneurs d'ordre hyper diversifiés. Je vous passe l'article. Et là, pour résumer ce que je disais sur notre ambition de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception jusqu'à la fabrication, notre ambition prochaine, c'est de maîtriser plus le système. C'est-à-dire qu'on fait des systèmes électroniques au sens de... actuellement, si on résume, actuellement on fait des racks avec du soft embarqué, des cartes électroniques, de la mécanique et des câbles. Notre ambition, c'est de faire demain les baies ou des systèmes plus complexes. Ce qu'on fait aujourd'hui en multi-unitaire, on voudrait faire en série. Mais souvent chez nous, il se passe assez peu de temps entre l'ambition et la réalité, puisque là, le plus gros client du groupe cette année sera quelqu'un qui nous fait faire des baies de commandes de machines spéciales en
en volume, donc voilà, chez nous ça bouge assez vite. Alors du coup, la transformation numérique dans tout ça. Il y a quelques années, mon PDG m'a confié cette tâche de faire de la prospective, et est apparu ce titre de directeur d'innovation en plus de directeur technique pour se dire l'excellence opérationnelle elle va forcément passer par des éléments de l'usine 4.0, et dans l'usine 4.0 du numérique. Et donc je me suis mis à la tâche à faire un peu de veille. C'est là où j'ai commencé à parler avec Alexis chez Cadlog notamment, et puis d'autres, et puis on voit les opportunités. On voit les opportunités dans le travail collaboratif, dans le jumeau numérique, dans la continuité numérique. On voit, et puis on creuse, et puis on voit aussi les pertes du quotidien, les frictions, les recopies, les ressaisies, les pertes d'infos, etc. que chacun peut constater. Et donc on a essayé d'aller un peu plus loin pour mettre de l'ordre dans tout ça, essayer de tracer un peu une feuille de route. Et puis donc, il y a l'opportunité, ça existe dans plusieurs régions. Nouvelle-Aquitaine a été assez où on est implanté, a été assez leader là-dessus, c'est de proposer des accompagnements et des diagnostics usine 4.0, et donc on en a profité. Ça comporte un volet assez intéressant sur le numérique, aussi sur la partie un peu plus process, et donc dans le process il y a le Kobo, il y a la transitique automatisée, autonome, il y a dans nos métiers tout ce qui est stocker intelligent, magasinage, je regarde un peu Europlaceur parce qu'ils vendent pas mal de ça en ce moment aussi, tout ce qui est la gestion de l'inventaire, la gestion intelligente de l'inventaire en lien entre les machines et le magasin, etc. Enfin, bref, vous connaissez les sujets, on peut en lister un certain nombre. Et à chaque fois, il y en a un certain nombre, on peut se dire, ouais, il y a un vivier, l'enjeu il est là, le ROI, alors des fois c'est un peu plus douteux, et voilà, mais assez facilement on se dit, ok, il y a du travail à faire, on peut sortir de la valeur de ça. Mais alors il faut savoir dans quel ordre on le prend. Alors, en bonne EMS, technologue, on commence par se dire... tel truc, on va acheter une machine. On va acheter une machine pour telle chose. Je regarde Sébastien parce que c'est exactement notre culture, c'est ce qu'il disait en introduction. Notre culture, c'est ça. D'ailleurs, les consultants qui viennent pour nous conseiller là-dessus, ils se disent je viens chez quelqu'un qui fait l'électronique, vous êtes acculturé au numérique, etc. Et effectivement, on constate qu'on utilise des machines-outils hyper intelligentes, sophistiquées, que dans le monde du PCB ou... du DFM ou du traitement des GBR, il y a des sauts standardisés, on a des outils pour le faire. Nous on utilise Unicam, donc Siemens depuis de très longue date, parce que un des premiers clients automotifs il y a 30 ans de ça dans le site d'Agen, c'était Siemens Automotive. On a cette culture. Pour eux, devenu Continental, on a fait un MES maison. Mais sauf que le MES maison, il est maîtrisé aujourd'hui par le gars process d'Agen qui fait l'automotive et qui l'a fait pour faire de la qualité et de la traçabilité. On ne sort strictement aucune data qui nous permette de faire de la performance du MES. Même pas, j'en ai honte en le disant, même pas des statistiques de panne, d'accord, qui viennent d'ailleurs sur un pointage manuel. Donc la culture MES, en tout cas de notre taille, par intuition et en entendant certaines personnes, je me dis que c'est partagé par des gens qui sont beaucoup plus gros que nous. On a cette culture, on connaît le numérique, on sait aller chercher un partenaire pour installer un parc machine ou le développer sur le long terme, former nos opérateurs. D'accord, donc les opérateurs qui sont au quotidien avec des écrans, des souris, qui manipulent de la donnée, etc. En revanche, quand il s'agit de faire une stratégie de tout ça, et puis d'éliminer les pertes, notamment liées au fait qu'on n'a pas de continuité numérique, très peu ou très mal dans tout ça, on arrive sur des sujets qui sont la gouvernance. Donc la gouvernance, ça commence par c'est quoi ma feuille de route, par quoi je commence, par où je passe, etc. Les compétences. C'est les gens SI qui savent parler technique, mais qui savent parler aussi industrie, voire électronique. La culture. Et la culture, c'est
au quotidien, je vois les équipes qui se trouvent tout à fait normales de faire des choses qui demandent un temps infini, qui sont laborieuses, qui sont pénibles, alors que un développement de jours ERP serait rentable en 2 semaines. Alors c'est le cas de tout le monde, hein. Je crois que tout le monde a des opportunités comme ça gâchées, etc. Qui nous sautent aux yeux quelquefois. Mais quand même, cette culture silo de j'ai mon métier, j'ai été formé à un métier, etc. donne des œillères et on manque de culture. Et je crois que c'est quelque chose de notre métier. On manque de culture à ce que nos gens de terrain, ateliers comme supply chain, parce que supply chain c'est un vrai sujet pour la transformation numérique, hein, au sens large, planification, gestion de production, approvisionnement. Voilà, approvisionnement chez nous, vous savez je pense que vous savez que c'est un sujet. Et pourtant, donc voilà, les gens n'ont pas forcément la culture de qu'est-ce que peut m'apporter le numérique. La culture de il n'y a pas vraiment de problème dans le numérique, on sait tout faire maintenant. Il suffit surtout de formaliser, de formuler le problème pour en trouver la solution. Donc gouvernance, compétences, culture et les ressources associées parce qu'il faut du temps pour tout ça. Et quand on a dit tout ça, ben, il manque encore une compétence parce qu'on se casse les dents à chaque fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est la gestion du changement. La gestion du changement est une compétence à part entière. Il ne s'agit pas de savoir chiffrer le ROI sur un enjeu de transformation numérique, avoir la bonne idée tout seul dans son coin, ça va. Quelqu'un qui sait un peu comment ça marche, on peut faire un super plan sur un cahier en une après-midi et qui va gagner 15% de productivité. Okay. Par contre, transformer les 15% sur le terrain, vous savez que c'est pas si facile que de. Ça saurait sinon. Et nous, en tout cas, dans notre histoire d'une PME qui grossit vite, cette compétence, on l'a construit. On l'a construit au jour le jour, alors qu'avant-hier, on était encore une entreprise de 50 personnes avec un management paternaliste où la question du changement était on se réunit le soir à 19h dans le bureau du PDG et le lendemain on passait les commandes. Voilà. Notre premier chantier de transformation numérique, c'est de numériser les instructions de travail. On est un des premiers EMS en France, je pense, à l'avoir fait. Ça s'est décidé dans le bureau du patron, c'était il y a dans 17 ans peut-être. Décision dans le bureau du patron. La semaine d'après, la palette de PC était dans l'atelier. Dans le mois, les instructions étaient faites sous PDF et distribuées sur l'atelier. J'en rêve encore de cette activité-là. Ce n'est plus possible quand on est 400, quand on est multisite, etc. Et donc, il faut acquérir la compétence de conduire le changement et d'embarquer tout le monde avec nous. Donc on apprend. Et donc, je ne vous donnerai pas les réponses de la conduite du changement. J'en ai pas j'ai trop d'humilité pour prétendre savoir le faire, savoir le faire. En tout cas, il y a une vraie réflexion sur quels sont les hommes pour le faire. Et il y a relativement peu de personnes. Et donc je pense que les ingrédients, c'est déjà identifier que c'est une vraie compétence et que c'est un vrai savoir-faire qui passe par donner l'impulsion, une direction, un axe et les enjeux, savoir les communiquer, puis savoir mettre les gens autour de la table pour qu'ils s'approprient, tu le disais tout à l'heure, hein, trouver les gens qui vont s'approprier la problématique pour la construire en commun et prendre le temps de le faire. On est en plein dans cet apprentissage de la patience et de la méthode. Ça demande aussi beaucoup d'humilité. C'est vrai qu'on a toujours l'impression, on veut aller trop vite, et chez nous peut-être plus qu'ailleurs. Et on commet des erreurs à laisser les gens sur le bord de la route. Donc les enseignements qu'on en tire là-dessus, c'est que si ça demande des compétences, il faut aller les chercher, il faut se former, il faut se faire accompagner. On a beaucoup de projets de transformation et donc on a identifié qu'on avait besoin de se faire accompagner par des gens extérieurs. Et puis il y a le choix des partenaires, notamment Kellogg Siemens qui a, et je pense que c'est important, donc il faut que ça matche au niveau taille, c'est vrai, faut que ça matche au niveau culture métier, et ça je pense que c'est important de parler avec des gens qui connaissent l'électronique parce que c'est quand même un petit peu, le niveau de complexité est quand même un petit peu exotique par rapport à la moyenne de l'industrie. Et on est en train de changer de RP également. Et c'est vrai que l'intégrateur découvre encore
tous les jours mais on n'a jamais vu ça chez vous. Ils arrivaient dans une PME, ils pensaient que ce serait facile, et non, c'est de l'électronique, donc le niveau de complexité, il y avait un coef à prendre en compte. Donc se faire accompagner, trouver le bon partenaire, culture électronique, je pense que c'est important. Et puis capable, avoir la vue d'ensemble, parce qu'on ne fait pas tout en un jour. Donc la stratégie, et je vais finir là-dessus, la stratégie qu'on a choisie sur la roadmap, c'est de se dire, on va être modeste, on ne fera pas tout en un jour. Il y a des préalables d'ailleurs dans notre organisation industrielle, avant lequel ce n'est pas la peine de faire un MES, par exemple. Parce qu'il y a des choses à faire avec cet outil existant, parce qu'il faut de la culture et les gens à faire plus de pilotage sur tel et tel sujet, parce qu'il faut mieux maîtriser la donnée. Et, une grosse réflexion chez nous sur quelles compétences en face de la donnée. Jamais ça m'était venu à l'idée avant que je croise un consultant il y a peu, de se dire ce que vous avez besoin, c'est un data scientist ou un data manager, alors on peut le dire avec des mots moins savants, mais j'avoue que cette idée-là a fait son chemin depuis. Et donc tant qu'on n'a pas la culture de piloter, produire, manager une donnée de qualité, aller vers le MES, même si on sait toutes les promesses qu'il peut y avoir derrière, c'est pas le moment. Donc une roadmap sur le long terme, où on ne s'empêche pas des quick wins, c'est-à-dire encore travailler en silo sur des choses techniques, parce que là on est à l'aise, on est dans notre cœur de métier, process préparation, le début du jumeau numérique, l'interface avec les données clients, capitaliser sur un certain nombre de choses pour gagner du temps sur les métiers, méthodes, etc. Ça pour nous c'est des quick wins, ça demande un petit peu d'investissement quand même, mais en tout cas c'est une petite brique dans un long chemin. Ce qui importe pour nous maintenant, c'est de faire ces choix de quick wins, mais dans un paysage plus large, qui fait que tout ce qu'on va faire maintenant ne va pas injurier l'avenir, et surtout pourra s'intégrer avec une continuité numérique, sans que les choix de maintenant viennent alimenter un millefeuille qu'on a eu tendance à créer, une superposition de systèmes non interconnectés, réservés qu'à certains métiers de l'entreprise, qui du coup renforcent l'organisation en silo de l'entreprise et nuit à la bonne communication et à l'efficacité, et puis rendra plus difficile les projets SI de demain de numérisation à cause d'une difficulté sur la continuité de la formation. Voilà où on en est, voilà ce témoignage. Voilà. Si vous avez des questions. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Désolé, je ne veux pas monopoliser la parole, mais concernant le change management, comment vous avez, parce qu'on sait qu'il y a eu des ruptures quand même importantes technologiques aussi dans l'électronique depuis une vingtaine d'années notamment. Comment vous avez pu intégrer aussi les changements de mentalité, parce que clairement les nouvelles générations nous apportent des changements de mentalité et des ruptures importantes par rapport à l'acceptation de certaines choses, et justement l'intérêt, parce que vous êtes en pleine croissance, vous êtes 400 personnes maintenant, avec des équipes existantes qui, eux, ont connu brasage manuel, des choses beaucoup plus terre à terre. C'est fait par la machine, et puis après, nous, on améliore les choses. Et maintenant, on a des outils qui permettent, digitaux, qui permettent de voir des choses qui sont, comme vous l'avez dit, qui sont intéressantes. On intègre des nouveaux métiers, data scientist et autres. Comment vous avez réussi à intégrer tout ça au sein de l'entreprise et avoir l'acceptation entre générations notamment, avec des nouveaux arrivants, des choses comme ça? J'ai un peu de mal à y répondre, enfin, la partie générationnelle notamment, parce que on a 23 ans, donc on a déjà une vingtaine d'années, donc on est dans un processus de changement perpétuel, et donc j'ai du mal de faire et de recrutement perpétuel, donc j'ai un peu de mal à faire un avant-après, ou de voir une génération par rapport à l'autre, parce que donc d'ailleurs quand je parle de génération, je parle plus de les gens qui sont là depuis 20 ans par rapport aux gens qui sont arrivés hier et qui sont de cultures différentes, etc. Je sèche. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parce que moi je suis un petit peu le patron de Nouvelec, c'est quelqu'un d'emblématique, qui
qui tire ses équipes parce qu'il va au charbon, il va voilà. Donc, sur le terrain, ouais. Est-ce que c'est pas justement un mode de management qui permet aussi d'embarquer tout le monde dans ces changements parce qu'il y a un niveau de confiance vis-à-vis notamment d'un leader qui va dire ben voilà, on va passer à tel élément. Alors vous accompagnez évidemment hein, et d'y aller dans la douceur et dans le pragmatisme notamment. Il y a justement une transition, c'est-à-dire qu'on vient de là, c'est-à-dire que c'est l'histoire de la palette de PC qui arrive en une semaine. On vient de cette décision du patron emblématique qui dit c'est là qu'on le fait, on le fait demain. Encore maintenant il le fait, on le regarde un peu bizarrement, et c'est vrai que ça met un rythme, ça met une confiance, parce qu'il l'a fait, qu'il le refait, et que du coup ça c'est aidant. Mais quand bien même on voit qu'on est plus hétérogène, qu'il y a plus de silos qui se sont formés, qu'il a beau être emblématique et tout le temps sur le terrain, il y a des relais dont j'en suis qui prennent le relais. Donc la chaîne de transmission du patron emblématique, elle est toujours hyper importante pour donner la direction, c'est l'impulsion. Et ce n'est plus qu'avant, il gérait un peu tous les paramètres de conduite du changement à lui tout seul. Et quelque part, le fait son volontarisme et la confiance qu'il inspire suffisait. Ce n'est plus suffisant comme ingrédient contre une organisation qui est plus grande. Et c'est un peu ça notre apprentissage. Et s'il reste des différences générationnelles dans l'entreprise, c'est ceux qui ont connu ça et ceux à qui ça ne suffit pas aujourd'hui parce qu'ils ne voient pas le patron tous les jours, etc. et qui ont besoin de plus d'explications, plus de sens, de participer plus à la recherche de solutions. Mais ça, je pense que c'est pas tant l'époque qui veut ça, c'est aussi l'histoire de l'entreprise. Enfin, disons que les deux se mélangent pas. Ouais, merci pour toutes ces présentations qui furent riches en informations et en échanges. Donc merci d'avoir assisté à cette table ronde. Je vais rendre la parole à Alexis. Alors les échanges peuvent continuer. On va avoir maintenant le déjeuner qu'on a voulu être le plus favorable aux échanges. Donc en fait il va se passer juste avant ça une petite présentation de Johan Mesmin. Je vous présente. Johan Mesmin, il est responsable chez Siemens de tous les solutions spécialistes qu'on appelle des PFD, portfolio développeurs. Voilà, donc Johan va vous présenter le DEC, le Demo Excellence Center. Il va vous présenter un petit peu cette vision. Il va vous présenter la vision un petit peu de Siemens. Et puis ensuite on va pouvoir passer effectivement au côté déjeuner parce que je pense que la fin se fait sentir. Pendant ce déjeuner, il y a ce qu'on va dire des corners experts que vous pouvez voir ici. Il y a le petit stand WeNetwork, il y a ici la partie FPGA, etc. Donc il y a différents petits stands qui sont pour vous, où vous avez les experts qui sont différents et qui sont disponibles sur différents sujets. Donc vous allez voir par exemple l'introduction de nouveaux produits. Vous allez pouvoir regarder si vous avez des questions sur valeur process préparation, sur comment optimiser l'introduction de nouveaux produits. Il y a la partie ordonnancement. Il y a différents sujets comme ça. Donc n'hésitez pas à circuler dans les différents espaces. Il y en a dans les salles de réunion qui sont connexes. Donc circulez pour aller voir les différents experts, vous les interroger sur les différents sujets. Il y a du DFM, DRC, etc. Il y a différents sujets qui concernent un peu l'ensemble de la chaîne conception jusqu'à la production. Et ce sera également ponctué par trois petites démos, on va dire, ou deux petits speeches pour parler plus particulièrement de la partie d'ordonnancement, parce que c'est un sujet quand même aujourd'hui avec les contraintes d'approvisionnement qui est un sujet assez important. Beaucoup sont encore à l'Excel et il y a des sujets et on veut introduire ce sujet avant d'aller plus en détail sur une session cet après-midi. Il y a aussi une petite session qui sera une petite présentation rapide sur la partie des composants contrefaits, parce qu'aujourd'hui, livrer un client avec des composants qui ne répondent pas aux critères de qualité, c'est quand même un enjeu et c'est pas forcément facile à identifier. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet d'avoir cette identification. Donc on va avoir une petite présentation très rapidement pendant ce déjeuner. Et enfin, sur la partie un peu analytique également, sur une petite présentation très brève. L'idée, c'est de faire un peu comme un teaser pour vous montrer un peu. Et derrière, cet après-midi, il y a des sessions dédiées. Donc vous êtes préinscrits à ces sessions, rien n'est figé. Si vous avez envie, vous avez les agendas qui vous ont été distribués. Si vous voulez changer de salle, il n'y a aucun problème. On ne va pas vous en blâmer. Choisissez les salles qui vous intéressent et allez voir les experts qui vous intéressent. Je donne la main maintenant et je vous invite à aller là-bas et de suivre Johan Mesmin pour la présentation. Et on peut, je pense, s'arrêter pour le stream.